Est-ce que ça marche? Ça fonctionne? C'est parti. Bonjour, bienvenue à cette 15e édition, 15e anniversaire du Salon des entrepreneurs de Lyon-Rhône-Alpes, Auvergne. Je vais être très bref et très court au nom du groupe Les Échos et puis de tous les grands partenaires, la région, le Grand Lyon, la Caisse des dépôts qui vous accueille aujourd'hui et demain. Je vais être très court parce qu'il y a un super plateau et simplement pour vous dire que dans cette salle, je regardais un petit peu les statistiques, vous êtes les trois quarts, vous n'êtes jamais venus au Salon des entrepreneurs. Alors vous allez voir, c'est un salon un peu particulier, c'est bourré d'énergie, c'est un concentré d'entrepreneuriat pour celles et ceux qui vont peut-être créer leur entreprise, a priori 1 sur 2 aussi dans cette salle. Et moi, je voulais simplement vous dire un petit message, parce qu'il y a pas mal d'interviews de journalistes en ce moment qui nous demandent comment ça se passe, la création d'entreprise ou la création d'activité ou se mettre à son propre compte. Ça va très bien, la France se porte très bien. C'est un acte pas facile pour celles et ceux qui vont y aller, parfois par excès parce que vous avez vraiment envie, et puis parfois par défaut parce qu'on peut être contraint pour tout un tas de raisons, d'accidents de la vie ou de groupes, de salariat qui se terminent pas forcément très bien à partir de 40 ans ou plus. Donc voilà, c'est un parcours qui est peut-être assez compliqué, mais finalement pas tant que ça. Vous voyez tous dans les magazines de psychologie et autres, le bien-être, le mieux vivre, vivre sa vie, vivre ses passions, aller dans un sens et donner un sens à sa vie. Et je pense que l'entrepreneuriat, et on le voit nous depuis maintenant 25 ans, parce qu'il y a d'autres salons des entrepreneurs, on voit que cet acte d'entreprendre révèle souvent beaucoup de choses. Et si c'est compliqué ou si c'est un peu stressant, c'est un stress positif, c'est une aventure positive, parfois par rapport à des aventures plus compliquées, toujours salariés de groupe ou autres, où on peut être plus contraint, plus aliéné dans certains cas. Et d'ailleurs, c'est un problème pour les groupes, qu'ils soient publics ou privés, de conserver et de garder les talents. Donc voilà, simplement allez-y, foncez, vous posez pas trop de questions, l'époque est positive sur la création d'entreprise. 2 recommandations, il y en aurait plein, mais à chaque fois on me pose la question, c'est quoi les 5 trucs, astuces, etc. quand on crée sa boîte. Il y en a 2 ou 1 peut-être, c'est surtout, faites-vous accompagner, je pense qu'on va en parler ce matin, même les entrepreneurs qui sont là, les belles réussites, faites-vous accompagner, ne faites pas ça seul, même si vous avez une toute petite activité, il y a l'accompagnement technique avec des techniciens, experts comptables, chambres de commerce, régions, agglo, etc. Et puis il y a de l'accompagnement, j'ai envie de dire, plus intuitif, qui est l'accompagnement des entrepreneurs. Et l'évolution qu'on a pu voir ces 15 ou 20 dernières années, c'est que vous avez des entrepreneurs, des pairs, PAIRS, qui sont prêts à consacrer du temps, à vous aider. Ça ne sera pas de l'accompagnement technique, ça sera de l'accompagnement intuitif qui vous diront parfois va plutôt dans ce sens-là ou allez plutôt dans cette direction, voilà, qui baliseront un peu le chemin. Mais vraiment, on sait que de la création d'entreprise ou d'activité accompagnée limite la casse derrière. Donc voilà, écoutez, bonne aventure, bon vent, foncez, servez-vous, usez et abusez de ce salon. Un grand merci à vous tous, à tous les partenaires. Et à Arnaud Le Gall, éditorialiste célèbre aux Échos, et Philippe Bloch, non moins célèbre aussi sur BFM et un peu partout, pour accompagner tout ce débat. Voilà, je crois qu'il y a une petite vidéo de ministre de 2-3 minutes, je ne sais pas si c'est maintenant, je ne l'ai pas vue, j'espère que ce n'est pas trop politique, et qu'il y a quelques messages offensifs et sympathiques. Et puis voilà, vous aurez aussi quelques institutionnels qui vont venir parler, mais ils sont pas mal parce qu'ils n'ont pas de langue de bois, ils y vont assez cash. Voilà, un grand merci à vous tous, un merci aux équipes et surtout passez une très très belle journée. Voilà. Merci Xavier Kergan. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et à tous. Lancer son entreprise, c'est toujours une aventure. Il y a les risques inhérents à tout projet entrepreneurial, mais aussi les obligations multiples auxquelles un entrepreneur doit faire face. Pour celui qui voudrait se lancer, et je suis sûre que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, ce maquis de règles et de démarches peut être inquiétant et même décourageant. Pourtant, nous avons besoin de l'énergie que les entrepreneurs apportent à notre économie. Ils doivent pouvoir être accompagnés, guidés pour concrétiser leurs projets. Ils doivent ensuite bénéficier de conseils pour développer leur activité. Ils doivent être aidés pour surmonter les blocages et les complexités qu'ils pourraient rencontrer. 600 000 créations d'entreprises en 2017 en France, une soif d'entreprendre qui se répand comme une traînée de poudre. Le nombre de créations augmente sensiblement dans presque tous les secteurs et toutes les régions. Elle concerne de plus en plus de jeunes.
Ce foisonnement est une excellente nouvelle, mais il faut que les projets soient solidement préparés, bien accompagnés et bien financés. C'est ainsi que nous enrichirons durablement notre tissu d'entreprise. C'est dire si nous avons besoin d'événements comme ce Salon des entrepreneurs, et je tiens à saluer ses organisateurs. Au cœur de ce salon depuis maintenant 15 ans, une volonté, qui est de mettre toutes les expertises et les services à disposition pour apporter des réponses concrètes aux entrepreneurs, pour les aider à donner vie à leurs projets et pour leur faciliter la vie. Le gouvernement agit dans ce même état d'esprit. Il nous faut simplifier la vie de nos entreprises pour qu'elles puissent consacrer toute leur énergie à investir, innover et grandir. C'est ainsi que nous réaliserons tout le potentiel de notre économie et que nous créerons les emplois dont les Français ont besoin. Tel est l'un des principaux objets du projet de loi Pacte, le plan pour la croissance et la transformation des entreprises, que je présenterai avec Bruno Le Maire en Conseil des ministres dans les jours qui viennent. Avec cette loi, nous voulons rendre la création d'entreprises plus rapide et moins coûteuse, faciliter la croissance des entreprises à tous les stades de leur existence, notamment en nous attaquant aux effets de seuil, et permettre aux entreprises de mieux se financer pour innover, embaucher, exporter. Nous inciterons fortement les dispositifs de participation et d'intéressement dans les PME, les plans d'actionnariat salarié, pour que tous les salariés soient associés à la réussite de leur entreprise. Mais aussi, nous voulons permettre à ceux qui ont connu l'échec de rebondir plus facilement et rapidement. Solder une aventure entrepreneuriale ne doit pas être un stigmate, c'est au contraire une formidable occasion d'apprendre. Je partage avec vous la conviction que le développement des entreprises est la clé de notre croissance future et de notre prospérité. Alors, bon salon et lancez-vous. Bienvenue à toutes et tous. Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie, sans doute, de créer votre entreprise. Ça tombe bien. Pendant l'heure et demie qui vient, avec mon compère Philippe, nous allons faire en sorte de vous aider à mieux comprendre concrètement comment on peut y parvenir. Mais ce n'est pas nous qui allons faire le travail, ce sont nos invités. Vous avez un panel d'entrepreneurs et puis vous allez voir se succéder à leur côté, tout au long de cette matinée, des représentants de cet écosystème qui s'est développé autour des entreprises et qu'évoquait tout à l'heure Xavier Kergal. Alors, les entrepreneurs qui vont nous accompagner tout au long de cette matinée, je vous les présente très rapidement. En partant de la droite, Grégory Marciano, le cofondateur de Sushi Shop. À ses côtés, vous avez Bérangère Wolf, qui est la fondatrice de Trafalgar Maison de Portrait. Vous découvrirez tout à l'heure quelle est son activité. Nous avons ensuite Jonathan Aberstro, qui est le fondateur de contrôletechniquegratuit.com, que certains d'entre vous ont peut-être déjà utilisé. À ses côtés, Clémence Durieux, qui est la fondatrice du Bon Gustave, de Le Bon Gustave, disons-le comme cela. Et puis, la première représentante de cette communauté, encore une fois, qui accompagne les entrepreneurs, c'est la vice-présidente en charge du développement économique, du numérique, de l'insertion et de l'emploi. Je pense n'avoir rien oublié de la métropole de Lyon. C'est Fouzia Bouzerda. Bienvenue, madame. Bienvenue à tous, merci Arnaud, bonjour à toutes et à tous, et je vous propose qu'on démarre, si vous nous autorisez madame, tout de suite avec en fait, des entrepreneurs pour qu'on voit un peu de quoi ils sont faits, comment ils ont démarré, et on va démarrer avec Clémence. Et on va voir avec Clémence en fait qu'une fois de plus, l'entrepreneur qui voit un besoin qui n'est pas satisfait pour lui-même, ça finit parfois par créer des business. En plus, quand on le marie à une passion, ça marche encore mieux. Votre passion, c'était le vin. C'est qui ce Bon Gustave? Qu'est-ce qu'il fait et comment est-il rentré dans votre vie? Alors bonjour, le Bon Gustave, c'est votre ami en vin qui va vous permettre de racheter n'importe quelle bouteille de vin que vous avez appréciée grâce à la photo de l'étiquette. On se positionne comme une conciergerie qui est complètement gratuite pour nos utilisateurs. Vous nous envoyez la photo de l'étiquette de la bouteille que vous recherchez via notre application smartphone qui est disponible sur iOS, sur Android. Notre équipe s'occupe de faire la recherche du vin pour vous, vous propose un devis, vous payez en ligne et vous êtes livré chez vous sous 48 heures. Gustave est rentré dans ma vie il y a quelques années. Moi, je n'ai pas du tout au départ eu l'intention de créer une entreprise. J'ai intégré l'EM Lyon avec plutôt, comme tous les étudiants, l'envie de travailler dans une grosse structure. Et en fait, ce sont toutes mes expériences dans l'univers du vin au cours de mes études qui m'ont décidé à lancer mon entreprise parce que j'avais une frustration qui était qu'en travaillant dans l'univers du vin, je prenais souvent des photos de bouteilles d'étiquettes. Je les laissais dans mon smartphone, j'en faisais pas grand-chose. Et autour de moi, on avait tous ce problème-là. Et quand il s'agissait d'acheter une bouteille le lendemain, on ne savait pas quoi acheter alors qu'on avait une photothèque de bouteilles qui décrivait nos goûts dans notre smartphone. Comment vous avez démarré? Parce que vous avez été incubé, et puis il y a eu une phase 1 qui était dénicheurdevin.fr, avant de s'appeler le Bon Gustave, en fait. C'est ça. J'ai l'habitude de dire que quand on est pauvre, on est intelligent.
Moi, en sortant de l'EM Lyon, j'avais donc très envie de créer cette entreprise. J'ai sollicité l'incubateur de l'EM Lyon et comme j'avais pas du tout d'argent pour lancer cette application smartphone qui était dans ma tête, j'ai décidé de trouver un moyen pas cher de tester le concept et de vraiment valider que le marché était existant. Et donc, j'ai lancé un site internet qui s'appelait dénicheurdevin.fr. C'était très simple, c'était juste un formulaire de contact sur lequel vous postiez une photo de bouteille avec une adresse mail et je faisais tout à la main. Et ça a été une belle première étape parce que ça m'a permis vraiment de valider que j'avais des utilisateurs un peu partout en France. J'ai rapidement eu des clients qui venaient que je ne connaissais pas et c'est ça qui m'a donné envie de poursuivre l'aventure. C'est le fameux MVP, le fameux Minimum Viable Product. Exactement. Que tous les entrepreneurs ont en tête. Et ça a marché, ça vous a conforté dans l'idée d'aller plus vite et plus loin. Ça a pris combien de temps avant que ne démarre vraiment le Bon Gustave ? Alors, le digital, c'est toujours très compliqué, surtout que moi, je n'avais pas de compétences en digital au début. Je n'ai pas été très bien accompagnée sur le sujet, donc j'ai perdu quasiment une année et 40 000 € dans une application qui n'est jamais sortie. Donc, on a mis un peu plus d'un an et demi à vraiment sortir le projet dans sa forme définitive. Alors, le digital, c'est votre univers, Johan, mais alors, contrôle technique, tout le monde voit, contrôle technique gratuit, c'était un peu plus spécifique. Comment est-ce que l'idée vous est venue? Est-ce que vous étiez garagiste en quête de nouveaux modèles économiques? Je crois que ce n'est pas du tout le cas. Non, mais pour le coup, je fournissais des équipements à des garagistes. Dans un business qui faisait à peu près une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, dans une boîte qui faisait 150 personnes. Et le paradoxe, c'est que le monde de la prévente automobile, ça pèse à peu près 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un marché considérable, effectivement. Absolument. Et paradoxalement, en fait, c'est le seul qui gagne du pognon dans l'automobile. C'est-à-dire que quand un constructeur automobile vend une bagnole, en fait, il ne gagne pas d'argent. Et à l'inverse, en fait, si on faisait la somme de toutes les pièces détachées qui sont vendues par un constructeur et qu'on voulait assembler sa voiture comme un Lego, on paierait 18 fois le prix de la voiture. Donc en fait, ce marché de la prévente, en fait, il est très important pour l'ensemble des acteurs qui sont en place. Et parce qu'on roule moins, parce que les voitures sont plus fiables, parce qu'elles sont moins réparables quand on a un crash, le marché de la prévente, en fait, il est en train de descendre. Il est en train de passer de 30 milliards à 24 milliards. Donc on est vraiment dans une logique darwinienne en fait dans le marché aujourd'hui de l'automobile où il est acté qu'aujourd'hui en fait on sait qu'il y a certains acteurs dans les 10 prochaines années qui vont disparaître. Et donc les acteurs en place aujourd'hui se retrouvent pour la première fois de leur vie à devoir faire du marketing. Et à ce moment-là, en fait, quand on est sur des paniers moyens qui sont plutôt élevés et des fréquences de renouvellement d'achat qui sont plutôt faibles, la data a beaucoup plus de valeur que le branding enfin, qu'on peut faire à la télé ou qu'on peut faire à la radio. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, tiens, si on avait moyen de permettre à des gens de partager leurs besoins avec des acteurs de la prévente et en retour d'être rémunérés pour le partage de ce besoin sur le modèle du contrôle technique. Il y a peut-être un business model, on l'a tenté en 2015, ça a pris et depuis on est à 60 000 personnes qui nous ont fait confiance. Alors on voit, vous évoquez le contexte qui est un contexte macroéconomique qui peut être favorable, en même temps c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement atomisé, vous avez des millions d'utilisateurs potentiels et puis vous avez des majors et puis d'autres acteurs déjà présents dans cet univers de la prévente automobile que vous évoquiez tout à l'heure et que vous connaissez très bien. Comment est-ce qu'on réussit à se trouver sa bonne place et est-ce qu'on la trouve tout de suite ? C'est un petit peu le paradoxe en fait, et c'est ce qui crée à vrai dire la barrière à l'entrée. Chaque fois qu'on va affronter une difficulté, et chaque fois qu'on va permettre de solutionner un problème, et chaque fois qu'on va trouver un levier, ça constitue une barrière à l'entrée qui va défendre en fait son propre business. Donc chaque fois qu'on rencontre une difficulté, il faut plutôt le voir en fin de compte comme un obstacle qui se retrouvera sur la route des autres et non plus sur sa route à soi. Maintenant, pour nous, en fait, pour ce qui nous était personnel, l'avantage du contrôle technique, c'est qu'on était en fait sur un oligopole où il y a 4 acteurs en place, avec 4 acteurs qui sont relativement peu digitalisés. Et à partir du moment où on s'est lancé nous-mêmes, avec suffisamment de moyens en fait à mettre en œuvre pour se faire voir en fait des clients, ça nous a permis en fait de remonter de la 57e position sur Google à la 3e position sur Google en l'espace de 18 mois. Mais vous proposez qui à l'utilisateur final d'abord et aux professionnels pour lesquels vous servez aussi de plateforme? Vous proposez quoi de spécifique pour ceux qui ne connaissent pas encore votre service? Grosso modo, en fait, pour les particuliers qui vont partager avec nous leurs données, on leur propose quelque chose. On leur dit, écoutez, venez constituer avec nous la plus grande base de données possible et imaginable qui est constituée sur un mode participatif sur le dessin de toutes les personnes qui partagent leurs données avec nous. On vous assure la confidentialité de ces données. Il n'y a que nous qui les verrons passer. Par contre, ça nous permettra 2 choses. Petit 1, de vendre des études non nominatives. Donc, par exemple, il y a des réseaux qui nous disent, écoute, moi j'ai des clients, mais je ne sais pas s'ils sont plus mes clients ou ceux de mon concurrent. Est-ce que tu es capable de me faire une étude sur le taux de nourriture du besoin? C'est typiquement le genre d'études qu'on est capable de faire. Et à ce moment-là, on ne vend pas de la donnée nominative. À l'inverse,
Quand on voit passer l'ensemble des données des gens, ça nous permet également de dire aux gens, écoutez, vous êtes libre de votre consommation, vous faites absolument ce que vous voulez et il n'y a que moi qui ai vu vos données. En revanche, sachez que sur la base du contrat d'assurance que vous m'avez fait passer, moi je connais minimalement 3 assureurs qui sont capables de vous faire moins cher que ce que vous payez actuellement. Soit vous décidez que vous n'avez envie d'être contacté absolument par personne, soit vous décidez de rencontrer le meilleur, soit vous décidez de recevoir une offre des 3. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que si on demande aux gens « envoie-moi tes données, en échange tu reçois de la pub », 99,9% des gens répondront « non, ça ne m'intéresse pas, moi le premier ». À l'inverse, quand on demande aux gens, tiens, j'ai trouvé quelqu'un qui est capable de te faire 120 € d'économie par an, est-ce que tu es intéressé à ce qu'il puisse te contacter? Tout à coup, en fait, on se retrouve avec des taux de souscription de 75%. Et ça illustre cette logique qui consiste à faire du sur-mesure de masse, en fin de compte. Absolument, exactement. Et on vient de voir là, effectivement, 2 business models basés sur la data, et Dieu sait si aujourd'hui, ils sont excessivement nombreux. On dit que la data, c'est l'or noir du 21e siècle. On va le démontrer tout au long de... En tout cas, pour vous deux, tout au long de cette matinée. Là, on va passer de la data au plus vieux métier du monde. Non, pas... Il y a plusieurs vieux métiers du monde. Il y a plusieurs vieux métiers du monde. Je vois Bérangère qui a failli défaillir. Hein. Il y a plusieurs vieux métiers du monde. Il y a l'écriture. Voilà, c'est l'écriture. Et Bérangère Wolf, qui est associée en fait avec Marion de Rouvroy, qui devrait être avec nous aujourd'hui et que vous remplacez. Et on est très heureux de vous avoir. Elle sera avec nous cet après-midi. Elle a un empêchement. Vous êtes associés quasiment depuis le début de cette belle aventure. Je parlais de l'écriture parce que c'est une aventure littéraire finalement, puisque vous êtes tombé sous le charme en fait de la capacité d'écrivain de Marion, qui avait au départ créé le magazine littéraire des Audacieux, le magazine Trafalgar, qui était le magazine des Audacieux, qui était à Lyon, qui mettait en valeur des jeunes lyonnais de moins de 30 ans. Puis vous êtes associés sur un concept assez inédit, c'est que les gens ont envie de se raconter à vous, et du coup vous leur proposez de faire des portraits extrêmement bien écrits. Qui sont vos clients et comment est née finalement l'idée de Marion et que vous avez rejoint après? Alors en fait, ce qui est important dans notre aventure, c'est que c'est avant tout un alliage de compétences. On ne s'est pas réveillé un matin en se disant on va faire du portrait écrit, littéraire, très chiadé, très atypique, surtout que c'est plutôt à contre-courant de tout ce qu'on voit aujourd'hui et des formats très courts et très rapides. Nous, on propose de prendre le temps et on a allié donc ma compétence propre qui est plutôt la communication et la compétence de Marion qui est la littérature et le très bel écrit, très poussé. Pour aller beaucoup plus loin. Et nous, aujourd'hui, notre combat, c'est vraiment de ramener les belles lettres et les mots en entreprise. Donc nous, on travaille aujourd'hui essentiellement avec des dirigeants d'entreprise, ceux qui en ont l'utilité la plus poussée, qui vont se tourner vers nous en disant, voilà, j'ai soit besoin, soit on me demande de raconter mon histoire, si j'essaye de le faire tout seul, soit je m'amenuise parce que je me mets pas assez en avant par pudeur. C'est pas du tout des gens qui sont bombés d'ego, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Soit je prends la parole, moi, et donc c'est un enchaînement de je, et du coup, ça paraît très égocentrique. Aujourd'hui, c'est vraiment indispensable dans le monde dans lequel on vit d'incarner son entreprise quand on est à la tête d'un projet. Et c'est souvent difficile de trouver les bons mots. Donc Trafalgar Maison de Portrait le fait, et le fait d'une manière très sensible par rapport aux écrits qu'on peut voir émanant des journalistes ou des agences de communication. Nous, on est vraiment une maison d'écriture haute couture, où on prend le temps de s'arrêter. Et donc on travaille avec des dirigeants, mais on travaille aussi avec des particuliers qui viennent commander des portraits de personnes chères à leurs yeux. Mais on travaille également avec des grands groupes comme Orange ou le groupe Vinci, où là, on va plutôt travailler sur des galeries de portraits de collaborateurs. Et là, on est dans une autre dynamique, c'est se raconter à l'autre, à la personne avec qui on travaille, essayer de faire émaner cette culture d'entreprise via les petites histoires qui font la grande. Alors, on poursuivra bien sûr ensuite pour voir un peu comment ça fonctionne. C'est un vrai business, vous êtes 4, vous en vivez, vous avez été accompagné par le réseau Entreprendre, donc Xavier a raison d'évoquer l'accompagnement. On reviendra bien sûr vers vous tous après, plus en profondeur sur vos aventures, mais on va essayer de parler de sushi. Effectivement, alors Sushi Shop, c'est peut-être la marque la plus connue de celles qui sont représentées sur cette estrade. Tout le monde voit en gros ce que vous faites, Grégory Marciano, mais ça peut être intéressant pour ceux qui sont dans la salle, celles et ceux qui sont dans la salle et qui sont au tout début de l'aventure, de revenir à la genèse. Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans cette aventure entrepreneuriale? Je crois que vous étiez un étudiant, vous ne saviez pas trop ce que vous alliez faire, et vous étiez aux États-Unis, et c'est peut-être là que l'idée a germé. Racontez-nous. Une fois de plus aux États-Unis, j'allais dire. Bon, bonjour. D'abord, à la base, c'est une histoire d'amitié entre Hervé Louis et moi, deux associés, mais 2 amis d'enfance. Et en effet, on était tous les 2 étudiants. Moi, j'étais étudiant en droit, pas très bon étudiant en droit, il faut le dire. Donc, je ne me projetais pas forcément dans cette carrière. Et lui était en école de commerce.
j'ai passé une année aux États-Unis et j'ai découvert ce produit qui était le sushi, quelque chose qui n'était pas du tout développé à l'époque en France. Il n'y avait que des restaurants japonais très haut de gamme tenus par des Japonais. C'était quand ça, Grégory? Juste pour situer ça. Je suis parti aux États-Unis en 95 et c'est en 96 qu'est née l'idée. Voilà, c'est juste pour se souvenir parce qu'aujourd'hui le sushi est tellement partout qu'il faut revenir à la genèse encore une fois. Voilà. À l'époque, c'était vraiment pas répandu et surtout le sushi était quelque chose de très classique. On ne connaissait pas tous ces produits qui sont aujourd'hui California Rolls, etc. Et c'est un produit très cher. Donc l'idée était de démocratiser le sushi et de le proposer en livraison à domicile, en vente à emporter. Donc c'était assez novateur, ça ne se faisait pas du tout en Europe. J'avais découvert ça donc à New York. Et donc voilà, l'idée avec mon associé Hervé, c'était de se lancer, d'entreprendre. On avait cette passion, moi j'ai toujours été passionné par la nourriture, on avait ce produit qu'on pensait être novateur et dans l'air du temps. Et donc on a décidé, on a mis nos petites économies et on a décidé de se lancer. On a ouvert notre premier restaurant et évidemment ça a été plein de challenges à l'époque, ne serait-ce que pour trouver un sushiman. Vous aviez 2 étudiants de 25 ans et 23 ans qui n'avaient jamais aucune expérience dans la restauration. De convaincre un chef de sushi de venir travailler chez nous, ça a été assez compliqué évidemment. Et finalement on a réussi à trouver un jeune commis qui a accepté de venir chez nous et qui encore, après 20 ans, est encore aujourd'hui chez nous. C'est lui qui forme aujourd'hui et qui est le responsable de la formation chez Sushi Shop. Sachant qu'il y a 3500 personnes aujourd'hui, il faut quand même le rappeler. On a beaucoup de sushi-men aujourd'hui en France, du coup. Ça a marché tout de suite avant de se tourner vers notre grand témoin représentant la métropole. Ça a marché tout de suite parce qu'on touche là à des habitudes alimentaires, c'est jamais très simple à faire évoluer. Tout est relatif. On pourrait dire que ça a marché, en tout cas on en vivait. Et on était très très heureux de notre petit succès à l'époque, mais on a connu des petites difficultés évidemment par moment. Alors Fouzia Bouzerda, vous qui accompagnez avec vos équipes régulièrement les entrepreneurs, qu'est-ce que vous inspire les 4 profils que l'on a là? Est-ce que ce sont de glorieuses exceptions ou est-ce que ça rejoint certains des archétypes que vous rencontrez régulièrement dans ce creuset entrepreneurial assez actif, assez riche qu'est la métropole? Alors c'est vrai que c'est un creuset très riche, très dynamique, mais c'est aussi l'illustration de la très grande diversité en fait, des entreprises qui se créent. Parce qu'on a différents modèles, différentes filières, différents profils. Et le challenge, c'est déjà de dire, allez, on entreprend. Il y a quelques années, enfin moi j'étais un peu sidérée, alors je ne dis pas que ce n'est pas un bel emploi, mais on considérait que c'était plus sécurisant et les lycéens interrogés considéraient qu'aux 3/4, leur ambition était de devenir fonctionnaire, ou en tout cas d'avoir un job certain, sûr, sécurisé, et 80% de leurs parents. Aujourd'hui, on voit bien, il y a eu les mentalités ont été déverrouillées. Nous, sur la métropole, il y a une quinzaine d'années, c'était 6 000 créations d'entreprises. Aujourd'hui, on est à 20 000, à près de 20 000. C'est aussi le signe d'une vraie dynamique et puis de passer le barrage d'une autocensure, avec des dispositifs législatifs qui nous ont accompagnés, aidés, avec de l'auto-entrepreneuriat qui est arrivé. Enfin, je pense que c'est important et nous, ça nous a permis aussi, au regard de l'évolution, de nous challenger et de dire on n'accompagne plus les entreprises aujourd'hui comme on le faisait il y a 15 ans. On prend en compte cette nouvelle typologie et on essaye de donner des outils et surtout d'accompagner l'écosystème. On ne va pas faire à la place des entrepreneurs, mais on va essayer de donner de la lisibilité, de donner des outils. Et ces outils-là, c'est bien sûr le faire avec les entrepreneurs, parce que ce sont des dispositifs pour les entrepreneurs. Et puis, rechallenger une nouvelle plateforme web, le faire avec le comité stratégique, c'est les entrepreneurs qui ont participé à cette refonte en disant bah voilà ce dont on a besoin, avec un vrai réseau social autour, et puis surtout une communauté d'acteurs. On n'a pas tous un réseau quand on crée une entreprise. Il est indiqué, alors on se donne des conseils ou pas de bons conseils. Là, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas de réseau de pouvoir aussi en avoir. Et puis, c'est aussi de les accueillir pour ceux qui ne le peuvent pas seuls dans des pôles entrepreneuriaux. Donc, c'est permettre mieux, permettre plus clairement, permettre plus facilement à l'entreprise de se déployer sur le territoire. Parce que l'entreprise, c'est de la création de valeur, c'est de l'innovation et c'est de l'emploi. Alors, vous évoquez ces dispositifs d'accompagnement. On va tout à l'heure, d'ici quelques minutes, faire réagir justement nos entrepreneurs sur l'expérience qu'ils ont pu en avoir. On reviendra vers vous, mais d'abord, j'aimerais revenir vers vous pour bénéficier de votre analyse. On vient encore une fois de parler des profils. Est-ce que, à force de côtoyer les entrepreneurs, de travailler à leur contact, de travailler également à leur service, est-ce que vous avez pu identifier un certain nombre de qualités qui sont déterminantes pour réussir non seulement à se lancer, mais ensuite à créer des emplois ?
D'ailleurs, d'abord, il faut être pugnace, il faut avoir une idée et puis vouloir la mettre en œuvre et puis prendre le temps. Alors, même si c'est long, s'y accrocher, prendre des risques parce que de l'idée à la réalisation, c'est toujours une prise de risque personnelle, c'est une prise de risque financière, c'est se mettre en situation. Donc là, oui, il y a vraiment cet enjeu-là. C'est aussi pour ça qu'il fallait accompagner, déverrouiller et dire que c'est pas grave aussi de se planter. On peut reprendre, enfin, c'est de l'expérience. Donc effectivement, assez pugnace, volontaire, et puis pas avoir peur de prendre des risques. Parce que c'est derrière comme ça qu'on transforme en fait son idée et qu'on a aussi ces success stories à différents niveaux, mais qui permettent, j'allais dire, à l'entrepreneur d'avoir porté son entreprise. Alors, on en a beaucoup déjà parlé de cet accompagnement. On va revenir vers nos amis entrepreneurs pour déjà un premier témoignage de leur part sur ces questions, sur peut-être l'aide qui leur a été la plus précieuse, voilà, au début du parcours. Clémence. Qui vous a aidé, qui vous a changé la vie à votre début dans l'entrepreneuriat? Il y a beaucoup de monde qui nous change la vie quand on crée une entreprise. Effectivement, le gros défaut qu'on a quand on lance une entreprise, c'est de vouloir tout faire soi-même, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on a aussi envie d'apprendre, on a envie de tout gérer. Et on tombe rapidement dans une grosse perte de temps et puis beaucoup de difficultés parce que finalement on ne peut pas et on ne sait pas tout faire. Moi j'ai été extrêmement bien accompagnée d'abord par l'EM Lyon qui a soutenu mon projet. Je suis aussi lauréate du réseau Entreprendre, qui est un réseau d'accompagnement aux créateurs et repreneurs d'entreprises qui est contraignant mais qui finalement nous aide beaucoup parce que nous aide à voir les choses en face. Et puis il y a beaucoup de gens aussi au-delà des réseaux. On sent qu'il y a un attachement effectivement à l'entrepreneuriat et à l'entrepreneur. Et il faut aller savoir demander de l'aide autour de soi. Et moi, j'ai plein de personnes individuelles qui ont proposé énormément d'aide au fur et à mesure de ma création, parce que je suis allée toquer à leur porte en leur demandant un coup de main sur des sujets que je ne maîtrisais pas. C'est intéressant ce témoignage, parce que nous qui sommes dans l'accompagnement et qui faisons la chronique de l'accompagnement des entrepreneurs depuis longtemps, il y a de cela bientôt 20 ans, on pouvait écrire dans des médias comme ceux dont je m'occupe à longueur de page sur la solitude du chef d'entreprise. Ça a beaucoup changé. Voilà, justement, j'avais envie de passer en fait de Clémence à Grégory, parce qu'à l'évidence, en 94-95, on ne parlait pas tellement d'accompagnement. Est-ce que vous, pour l'histoire de Sushi Shop, vous avez fait ça tout seul? Est-ce qu'à un moment, vous avez eu un réseau d'accompagnement, qu'il s'agisse, quel qu'il soit? Il y en a aujourd'hui tellement. Non, pour être honnête, le démarrage, on était assez assez compliqué. On était vraiment. C'est pour ça que j'avais un associé sur lequel on pouvait. Vous étiez déjà entrepreneur avant ou pas? C'était votre première boîte? Non, c'était ma. Tous les deux? Ma première. Non, exactement. Oui, étudiants tous les deux. Et du coup, qu'est-ce qui vous a manqué éventuellement? La grande erreur du début, c'était quoi? Il y en a toujours une grande au début. Évidemment. Non, je dirais, ne serait-ce que d'avoir le bon expert comptable. Et les banques m'ont manqué au tout début. C'est-à-dire qu'ensuite, heureusement qu'on a eu ça, c'est primordial d'avoir du financement, etc. Donc ça a été, on peut le reconnaître ensuite, la France et les banques françaises font bien leur travail, mais il faut déjà avoir une certaine assise. En tout cas, c'était le cas à l'époque. À la fin du XXe siècle, c'était pas très simple, oui, effectivement. Oui, c'était assez compliqué au démarrage. Mais bon, on a eu la chance de tout de suite avoir mis le doigt sur un créneau porteur. Et Jonathan, vous avez créé une première, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais vous avez créé une première entreprise que vous avez revendue avant de diriger une entreprise familiale justement dans l'industrie de l'automobile. Vous avez été accompagné à un quelconque moment ou pas? Oui, tout à fait. Alors moi, c'était très drôle. Moi, j'ai fait un petit peu comme Grégory, en fait, mais pas en études de droit. En fait, moi, j'ai fait les arts et métiers et j'étais pas bon ingénieur. Et donc, j'ai enchaîné avec HEC Entrepreneur. Et à HEC Entrepreneur, en fait, il y a une pédagogie en fait, qui est vachement portée sur l'action et sur la réalisation. Qui a été fondée par quelqu'un qu'on salue au passage, Robert Papin, voilà, notre maître à tous. Robert Papin. Et chose très drôle, en fait, donc il y avait pléthore d'intervenants qui venaient présenter des projets tous plus fous les uns que les autres. Certains, comme A Little Market, en fait, qui sont devenus de vrais success stories. Et moi, je pense que j'ai échoué avec le projet le moins sexy de toute la promo. C'était une idée qui était portée par un mec qui s'appelle Jacob Abou, qui était fondateur du journal de l'automobile, et qui vient en fait, fier dans un amphithéâtre, et qui dit « Moi, j'ai une idée de création d'entreprise, on va laver des voitures avec de la vapeur d'eau. » Et il y a eu à peu près le même retour de l'ensemble de l'amphi.
Et je me suis retrouvé avec ce projet-là. Et seulement, en fait, quand j'ai commencé à faire l'étude de marché, je me suis rendu compte que sur la valorisation des déchets, il y a quand même des boîtes qui sont au SBF 120 ou alors qui sont au CAC 40 et qui vivent très bien leur vie sur la valorisation des déchets. Sur le lavage automobile, le leader, à l'époque, c'était Total, qui le faisait, mais complètement en side business, en fait, uniquement parce qu'il avait de l'immobilier en fait, à disposition. Et pile poil à ce moment-là, en fait, Lehman Brothers coule les plombs. Et donc, l'idée n'est pas bonne, le contexte n'est pas vraiment super folichon pour entreprendre, sauf qu'à ce moment-là, en fin de compte, se crée une espèce de dynamique où l'ensemble de la distribution automobile, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre le pied là-dedans, se dit, oulala, le marché va entrer en récession, il faut variabiliser au maximum. Et la première chose qu'on variabilise dans une concession, c'est quoi? C'est la préparation des véhicules. Donc ça veut dire le nettoyage des véhicules. Et donc nous, on est arrivé avec une solution en prestation de service. On a recruté 50 collaborateurs la première année, on en a recruté 100 de plus la deuxième année. On a fait des levées de fonds en fait, sur des valos qui étaient démesurés en fait, sur la loi TEPA. Et c'est drôle parce qu'avec une idée en fin de compte qui est vraiment complètement nulle, bah, c'est finalement là où moi personnellement j'ai gagné le plus d'argent en revendant la boîte 2 ans plus tard. Comme quoi l'exécution vaut autant que l'idée. Absolument, ouais. Fouzia Bouzerda, avant de vous laisser reprendre une activité normale, vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre des dispositifs que la métropole a développés. On sait que vous êtes assez créatif en la matière. Quels sont ceux qui se profilent? Quels sont les chantiers sur lesquels vous travaillez le plus particulièrement aujourd'hui? Bien, écoutez, c'est une communication assez forte hein, sur cet écosystème. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une pertinence et un accompagnement avec des acteurs sur l'ensemble de la période précédente. Et là, à l'image de l'évolution hein, des créations d'entreprises, des profils très divers, il fallait également répondre à cet accompagnement. Aider les entreprises à se créer, c'est bien. Les accompagner et en tout cas permettre d'avoir et la boîte à outils et le réseau quand on n'en a pas, l'accès à des questions aussi basiques que où je peux trouver du financement, où est-ce que je peux m'implanter, où y a-t-il des bureaux, est-ce que je peux intégrer une pépinière d'entreprise, un hôtel d'entreprise, comment m'accompagner aussi dans mon développement. C'est pas faire à la place des entrepreneurs, mais c'est leur donner des clés, des outils. Et c'est une nouvelle aussi plateforme web conçue par les entrepreneurs pour eux et qui permet aussi, écoutez, de solliciter un mentor, de pouvoir s'adresser à une entreprise qui est dans le même business ou qui est passée par une activité. C'est donner ces outils-là, faire vivre l'écosystème, être aussi à l'écoute de ce qu'attendent les entrepreneurs, surtout à une époque où tout s'accélère très vite hein, en termes de technologie, d'évolution des métiers, et puis effectivement permettre aussi de donner en fait à dire... Pour nous, c'est fondamental, la création d'entreprises. Sur 15 ans, il y a eu vraiment une mobilisation partenariale. Hein. On ne fait pas ça seul, on le fait avec les acteurs économiques, avec les chambres consulaires, on le fait en partenariat avec l'ensemble des institutionnels hein, qui sont présents ce soir. Ça, c'est de dire, on ne va pas faire le métier à votre place, mais voilà les outils. Comment on vous les rend lisibles? Comment vous pouvez piocher ce dont vous avez besoin? Besoin de locaux, besoin d'avoir un conseil, besoin de financement, vers qui vous adresser, et puis surtout, vous l'avez dit, c'est important, pas être seul. On est un peu seul hein, quand on se lance dans l'aventure. L'objectif, c'est, si vous souhaitez être accompagné, pouvoir le déterminer. Et puis, alors bien sûr, aussi avec une action aussi physique importante, c'est-à-dire ces pôles aujourd'hui entrepreneuriaux qu'on ne voit plus comme des petites pépinières sur lesquelles, dès que vous avez passé les 2 ans, on vous dit au revoir, merci, allez au suivant. C'est aussi de permettre... sur la métropole, dans des pôles dédiés, hein, donc nord, ouest, ceux qui sont aujourd'hui en cours de réalisation, de pouvoir basculer tranquillement ensuite village d'entreprise et puis ensuite d'être sur le marché classique, parce qu'il y a une histoire de coût. Puis une histoire d'animation. L'animation, c'est aussi fondamental que le lieu qui vous accueille. Et donc l'objectif de cette nouvelle refonte, hein, on a été beaucoup challengés, et je le dis, c'était important cette fois de laisser aussi les entrepreneurs prendre la main, et dire ce dont ils ont vraiment besoin pour pouvoir le faire au mieux avec cette nouvelle plaquette Live. Et donc voilà, on est ravis. Elle va continuer à s'enrichir, à se construire. Et aussi, c'est de pouvoir accompagner l'entrepreneur tout au long de son entreprise et faire ensuite que ce soit un vrai succès pour lui au regard de la diversité des profils et puis de la richesse de ce qui nous attend aujourd'hui dans cette activité. Merci beaucoup, madame Fouzia Bouzerda. Je vous invite à rejoindre la salle et je vais demander à Annabelle André-Laurent de vous succéder. Sous vos applaudissements. Annabelle André-Laurent, qui est vice-présidente déléguée aux entreprises, à l'emploi et au développement économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pardonnez-moi.
Bonjour madame, installez-vous. Bonjour. Installez-vous tranquillement. On va poursuivre peut-être sur le financement du coup, Oui, puisqu'on a été lancé effectivement, là-dessus. on a beaucoup parlé effectivement de l'accompagnement déjà, mais les trois principales questions que se posent des candidats à la création d'entreprise, c'est d'abord quelle peut être une idée de business, ensuite c'est qui peut m'aider, et ensuite où trouver l'argent. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour démarrer vos aventures respectives? Tenez Clémence, oui, ne retenez pas, prenez le micro et faites-nous partager votre expérience en la matière. Il y avait 0 € au début, vous nous avez dit. Oui, exactement. Sortie d'entreprise, sortie d'école, moi j'avais pas un rond, donc il a fallu être un peu malin. Donc c'est possible, hein, au passage, possible, pour ceux qui n'ont pas un rond dans la salle. Et puis c'est possible de survivre à la perte de 40 000 € aussi. Voilà. Oui, c'est possible de survivre à 40 000 € de perte. On est intelligent quand on est pauvre, parce que ça nous oblige à aller chercher des solutions un peu plus malines. Donc effectivement, je me suis un peu fait entourer au début, et puis j'ai essayé de trouver des solutions. Et puis ensuite, moi j'ai été accompagnée par différents financements. Donc il y a eu le prêt d'honneur du réseau Entreprendre qui a vraiment tout déclenché. Est-ce que ça donne de la crédibilité au-delà de l'aide financière que cela représente? Souvent on nous dit que c'est ça le facteur déterminant, c'est-à-dire que ça change le regard que l'écosystème porte sur vous. Absolument. Alors je vais dire quelque chose de pas très politiquement correct. On est là pour ça. Mais il n'y a pas grand monde qui a très envie de lire votre business plan. Et le fait d'être labellisé par un réseau qui a vraiment pris le temps de l'ouvrir et de vous challenger là-dessus, ça permet aux gens de ne pas avoir à lire le business plan et de valider la faisabilité du projet. Moi, le jour où j'ai été lauréate du réseau Entreprendre, comme de par hasard, mon banquier m'a appelé en me disant je débloque votre prêt. Donc j'ai débloqué un prêt à la BNP et puis ensuite on a été accompagné par différents dispositifs de la BPI France, qui est un super moyen de se financer. Et on a beau dire que c'est compliqué en France, heureusement qu'on a la BPI, parce qu'ils prennent quand même beaucoup de risques pour nous, et ça, c'est vraiment chouette. Juste Clémence, au passage, pour préciser les choses, par exemple, la BPI vous ont apporté quoi? Quel type d'aide, très concrètement? Alors, nous, on a eu deux types d'aides à la BPI. Donc, il y a des subventions pour les très très jeunes entreprises. Nous, on a été un peu trop... Enfin, le Bon Gustave était trop vieux quand j'ai postulé pour la subvention French Tech. C'est quoi trop vieux? Non, c'est quoi trop vieux? Parce que on était trop développés. Tout est relatif quand même. Donc trop développé, je crois que ils nous ont dit qu'on était trop développés, on était trop des seuils de chiffre d'affaires, c'est ça? On était trop avancés dans notre développement. Donc, on a postulé pour l'aide, ce qu'ils appellent l'ADI, l'aide à l'innovation, qui est sous forme d'un prêt qui est avec un gros différé et qui peut se transformer en subvention en cas d'échec, puisque c'est une aide à la faisabilité de l'innovation. Et puis ensuite, on a été financé par l'intermédiaire d'un prêt d'amorçage, puisqu'on est en phase de levée de fonds. Et en fait, la BPI a un rôle très très important. Elle nous permet de gagner du temps dans la négociation avec nos investisseurs, qui parfois jouent un peu le temps et attendent qu'on ait plus de trésorerie et qu'on soit prêt à signer un peu n'importe quoi. Et donc la BPI vient intervenir à ce moment-là pour nous permettre d'avoir le temps de discuter avec des investisseurs potentiels. Juste une chose, Clémence, je sais que vous avez des business angels également au capital. Ils interviennent à quel moment dans l'aventure? Alors ils sont intervenus juste avant mon intégration au réseau Entreprendre. Effectivement, quand je me suis rendu compte que le site internet fonctionnait bien, je me suis dit maintenant il faut y aller, il faut lancer rapidement une application. Et donc, j'ai rencontré des business angels qui n'étaient pas des investisseurs, mais des gens qui avaient un peu d'argent, qui ont eu le coup de cœur pour le projet, qui ont pris le pari fou d'investir sur un PowerPoint. Et finalement, l'aventure a commencé comme ça. Et derrière, j'ai postulé au réseau Entreprendre. Bérangère, est-ce qu'il y a des enjeux financiers dans une aventure où finalement on se dit qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement a priori? Il y a beaucoup de talent, peut-être un peu moins d'investissement que dans d'autres aventures. Pour autant, comment Marion et vous-même avez-vous financé l'aventure? Nous, on a démarré avec rien du tout, parce que pour la peine, on s'est rencontrés sur le milieu associatif où tout était bricolé. Ensuite, quand on a décidé de se lancer avec Marion, on a pris un rendez-vous à la BNP, tout simplement. Ça, c'est intéressant. Vous déboulez à la BNP pour dire voilà, je veux de l'argent pour écrire des portraits. Voilà, mais on était... Comment réagit le banquier? Oui, il va arriver deux nénettes, une de 21 ans et l'autre de pas beaucoup plus, dire voilà, on va créer la première maison de portrait en France et à l'étranger, ça n'a jamais été fait, nous on va écrire. Et en fait, c'était très bizarre, puisqu'on est tombé sur un banquier qui était dépressif déjà. Et qui a mis à peu près 6 mois avant de s'intéresser vraiment à notre projet. Et donc nous, pendant ce temps-là, on s'est débrouillé sans, en fait, alors qu'on demandait un tout petit prêt.
on demandait 20 000 €. Donc c'est rien du tout. Rassurez-vous, ils ne le sont pas tous dépressifs à ce point, rassurez-vous. Il était en réanimation après votre rendez-vous. Jusqu'au jour où nous, on a vraiment compris notre besoin en fonds de roulement et qu'on a tapé du poing sur la table en disant voilà, le banquier est dépressif, c'est pas possible. Et donc là, effectivement, on a eu un soutien de la BPI, on a eu notre tout petit prêt. Après, on s'est très vite rendu compte que ça n'allait pas nous aider sur le long terme. Et nous, on est assez têtus avec Marion. On voulait absolument... on avait ce rêve d'autonomie et de prendre vraiment l'argent dans la poche de nos clients. Et donc nous, pendant 3 ans, on a vraiment vécu comme ça grâce à nos clients qui nous ont fait confiance, les premiers avec lesquels on a beaucoup grandi. Et ensuite, on est devenu lauréat du réseau Entreprendre. Et donc, on a eu le prêt d'honneur. Mais c'est absolument tout. Sinon, on a mené notre barque tout seul. Et aujourd'hui, ça s'autofinance. Vous êtes autofinancé aujourd'hui. Vous avez gardé le capital, du Exactement. coup, à 100%. On est autofinancé et on est allé vers le réseau Entreprendre pour la logique d'embauche et de recrutement, puisque nous, c'est très important pour nous d'avoir tous nos talents en interne et de sécuriser le savoir-faire. J'ai entendu un mot qui est intéressant. Vous parlez d'international. Ça, c'était vis-à-vis du banquier, mais vous me l'avez dit au téléphone quand on s'est parlé. Vous avez une ambition, comme toutes les entreprises qui se créent aujourd'hui, finalement, de conquérir le monde, même sur un business comme celui-là. Alors nous, ce serait plutôt l'idée de faire rayonner la francophonie et les belles lettres. Nous, on voudrait vraiment rester sur le territoire national, mais on a déjà fait des portraits pour des dirigeants qui font du business en France et qui ont compris ce besoin-là. Cela étant, la francophonie, ça représente aujourd'hui plusieurs centaines de millions de personnes, 750 millions à l'horizon 2050. Il y a peut-être un potentiel de développement de ce côté pour des activités comme les vôtres. Exactement. Alors, on reviendra ensuite vers Jonathan et vers Grégory Marciano pour leur témoignage sur les conditions du financement de leur croissance. Mais d'abord, peut-être un mot, Annabelle André-Laurent, votre première réaction sur cet écosystème et la manière dont il peut accompagner la quête d'argent d'entrepreneurs au début du parcours comme cela. Alors, l'écosystème, c'est les entreprises. On a un écosystème remarquable. Nous sommes une des premières régions, la première région de France dans la création, grâce à tout l'écosystème, que ce soit les universités, les grandes écoles, les laboratoires, les grandes entreprises, les pépinières, tout ce qui existe, les clusters, les pôles de compétitivité. Et lorsqu'on a une bonne idée aujourd'hui, j'allais dire, le financement n'est pas trop un problème. Alors, il y a quelques trous dans la raquette. La région est là aussi pour accompagner à travers soit des fonds à capital risque, des fonds de prêt, fonds de garantie, aussi en subvention lorsqu'on doit aider. On n'est pas là pour faire à la place du privé, à la place des banques. On est là pour être fédérateur, un rôle moteur, et avec tous les partenaires, il y en a beaucoup dans la salle, les chambres consulaires, la BPI, tous les banquiers, les réseaux initiatives, Entreprendre, Addis Active. On est là pour donner le petit coup qui manque avec un rôle de moteur pour pouvoir accompagner les entreprises. Mais encore une fois, je crois qu'aujourd'hui, quand on a une bonne idée, les fonds sont assez facilement mobilisables. C'est le reste qui est important. C'est l'accompagnement, c'est les conseils, sont les experts pour ne pas faire d'erreur, parce que l'erreur, lorsqu'on est entrepreneur, on la paye assez cher. Est-ce que vous validez, pardon, juste un instant Arnaud, est-ce que vous validez l'idée que lorsque vous voyez les partenaires justement qui financent dans l'écosystème de la région toutes ces aventures, est-ce que vous validez l'idée que quand ils sont accompagnés, les financements sont plus faciles, se déclenchent plus facilement ou pas ? Oui, bien sûr, mais il ne faut jamais rester seul, quelle que soit l'étape. Donc nous, on finance aussi une grande partie, c'est plus de 300 millions d'euros qui sont mobilisés sur tous les fonds participatifs. On finance aussi les plateformes initiatives, réseau Entreprendre. Mais oui, il faut être accompagné de toute façon. Quelqu'un seul a beaucoup plus de difficultés. Et on voit même Sushi Shop qui est une réussite remarquable. Ils étaient 2 au départ, alors c'était un peu plus compliqué, mais ils ont pu au moins échanger. Ne jamais être seul quand on est entrepreneur est indispensable. Il faut toujours communiquer. Et les réseaux aussi sont là pour permettre d'accéder à l'emprunt, au fonds, à la garantie, mais sont là aussi pour donner des conseils, pour accompagner chaque étape de la vie. Au-delà de la création, on voit qu'il y a une période difficile, c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort. Et cette vallée de la mort, entre 3 et 5 ans, la région est là, avec tous les partenaires. C'est là le passage le plus difficile actuellement pour une entreprise.
D'accord. Grégory, au départ, c'était difficile à financer ou pas, le premier magasin ou pas? Vous aviez des fonds au départ ou pas? Vous n'aviez pas d'aventure entrepreneuriale précédente? On avait une aide familiale, oui. Mais c'est des tout petits investissements au démarrage. On parle de, pour monter notre premier point de vente, ça a coûté 120 000 francs. On a mis 60 000 francs chacun, donc c'est une aide. Francs, évidemment, l'équivalent de 10 000 euros. Non, ça parle à la moitié de la salle, comprend pas. Enfin, Non, mais donc voilà. Donc c'était vraiment de petits montants qui nous ont été prêtés par nos parents à l'époque. Oui. Mais bon, je dirais qu'il y a deux phases. Il y a cette phase-là. Après, il y a la phase du développement. Bien sûr. Où là, notamment... qui a été lent, hein, parce qu'au début, c'était un magasin par an, et tout d'un coup, il y a l'explosion. Un magasin par an pendant 7-8 ans. Oui. Et puis, l'explosion du sushi, on était au bon endroit au bon moment. Voilà. Et cette volonté ensuite de vraiment se développer. Et là, vraiment, c'est vrai qu'à l'époque, c'était Oseo. C'était pas Bopi, mais c'était l'ancêtre de l'ancêtre Baby. Déjà très efficace. Très efficace, qui ont permis, surtout, notamment, nous, on avait déjà une certaine taille, donc on arrivait à avoir des crédits bancaires assez facilement. Mais pour tous nos franchisés, c'est à ce moment-là, on a décidé de se développer en franchise pour la province et l'international. Mais en France, c'est vrai que ces franchisés ont pu monter leur point de vente, etc., avec un apport raisonnable grâce à la contre-garantie qu'a amené Oseo. Donc c'est vraiment ces dispositifs, je pense à la BPI, sont vraiment très importants dans l'entreprise. Et pour vous, Jonathan, puisque vous aussi, vous avez plusieurs années de parcours entrepreneurial, au-delà de l'amorçage, est-ce que dans cet écosystème, vous avez toujours peu ou prou réussi à trouver des solutions de financement pour vos développements? Ou est-ce qu'à certains moments, ça a été galère? Et si vous avez des galères, partagez-les avec nous, on est ravis à l'avance. Déjà, je pense qu'il y a un acteur du financement des entreprises qu'on oublie, et qu'on oublie systématiquement, en fait, c'est la NPE, enfin, c'est Pôle emploi. Bien sûr. Faut pas l'oublier, en fait, il y a relativement peu de pays dans lesquels on est payé 2 ans pour monter sa boîte au même salaire qu'on avait auparavant si on est parti de son entreprise. Hein. Dont la plupart des entrepreneurs aujourd'hui profitent. Oui, absolument. Enfin, c'est quand même, enfin, c'est un levier énorme qu'on a en France et il faut pas l'oublier. Pour gérer la transition, hein, effectivement. Ouais, absolument. Après, du côté de la BPI, alors moi j'ai fait la connerie en fait de mettre tout ce que j'avais à l'intérieur de la boîte, de le dépenser, de créer un actif et d'aller voir la BPI après et de leur dire voilà ce que j'ai conçu, est-ce que vous pouvez m'aider? Et ils m'ont dit non. Vous n'avez pas besoin. Non, ça marche pas comme ça en fait. Il faut venir nous voir avant de dépenser l'argent. Et grosso modo, en fait, la façon dont ça marche avec la BPI, si je donne, alors je pense qu'il y en a certains qui. On est dans la vraie vie, donc racontez-nous justement. Oui. Je pense que s'il y a des gens de la BPI qui m'entendent, ils vont dire « Oulala, il est en train de promettre des trucs aux gens qu'après ils vont venir nous réclamer ». Mais grosso modo, à partir du moment où on arrive avec 10 kilos de fonds propres, en fait, on peut leur demander 10 kilos d'endettement relativement facilement. Et on peut même aller demander 10 kilos d'endettement en plus à son banquier encore plus facilement. Et sur la base des prêts d'honneur en fait, qui sont apportés par Réseau Entreprendre ou n'importe quoi, et surtout à partir du moment où on est plusieurs fondateurs et on a possibilité de faire le levier plusieurs fois, potentiellement on peut se retrouver avec une grosse somme d'argent relativement rapidement, et sans être caution perso, ce qui est également plutôt important. Et ça, c'est très important en fait, de faire appel à la BPI avant de dépenser le moindre euro. Et après, sur l'écosystème bancaire et BPI, il ne faut pas hésiter également à mettre les gens en concurrence. Alors moi, je vais vous partager en fait une petite expérience très personnelle, en fait, mais qui va être très parlante. Quand j'ai présenté, donc déjà en fait j'ai fait des mails à la BPI à Paris pour présenter mon projet. Personne ne m'a jamais répondu. Je réussis à avoir quelqu'un au téléphone qui au bout de 20 minutes en fait me demande « Ok, vous avez des développeurs ?» Je dis « Oui, absolument, on a des développeurs. » Et ils développent pour des clients? Je dis « Oui, absolument, on a des clients. » Il me dit « C'est pas de l'innovation. » Ce n'est pas de l'innovation. Non, c'est pas de l'innovation. Si vous développez pour des clients, ça n'est pas de l'innovation. Si vous avez des clients derrière, c'est pas de l'innovation. C'est une certaine culture hein, de l'innovation. C'est incroyable. Et pour qu'on comprenne bien, vous cherchiez un label de jeune entreprise innovante, c'est ça que vous souhaitiez? Non, même pas. On savait même pas ce qu'on venait chercher en fait, à vrai dire. La BPI en fait, c'est tellement une jungle d'acronymes en fait qu'on ne savait même pas à la base ce qu'on venait chercher. Simplement, le bonhomme nous a dit vous n'êtes pas innovant et en conséquence, on peut pas vous financer. Vous avez des clients, vous avez déjà une activité, c'est pas possible. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par un lever BPI. Et le lever BPI, lui, a appelé la même personne, d'accord? Pour qu'on comprenne tous, un lever BPI, un lever BPI, c'est un lever de fonds, donc c'est une personne qui va aller faire l'intermédiaire avec la BPI ou avec tout organisme en fait, qui va vous permettre de faire une levée de fonds non dilutive, donc typiquement de la dette. Qui se rémunère sur l'argent qui vous est quelqu'un qui travaille sur du capital investissement plutôt que sur de l'amorçage, pour ceux qui sont au tout début du parcours, peut-être, pour les aider à y voir plus clair. Le truc incroyable, c'est qu'il a appelé la même personne que moi et au bout de 20 minutes de conversation, lui, il avait 200 000 euros. Et vous étiez devenu innovant. Et je suis devenu innovant. et la fin du paradoxe, c'est que je raconte cette histoire, mais de la même façon, à l'un des responsables en fait, du programme d'incubation chez Michelin. Michelin a une équipe de 28 personnes en fait, qui travaillent avec les startups. Et qui ne prennent pas forcément de capital, qui vendent rien, qui n'achètent rien, mais juste, eux, dans leur tête, tout ce qui est bon pour l'automobile est bon pour Michelin à la fin. Et donc, ils nous ont aidés, ils nous ont pris par la main, ils nous ont dit, écoute,
pourquoi tu n'irais pas voir en Auvergne ce qu'ils peuvent faire pour toi? Et je lui ai dit, écoute, j'ai plein de raisons pour lesquelles il ne faut pas venir en Auvergne. C'est loin, le train c'est pénible, et puis c'est loin. Vous allez énerver Annabelle. Hein. Enfin, oui, parce que Auvergne-Rhône-Alpes, la région. Sauf que, quand j'ai débarqué à la BPI, grosso modo, en fin de compte, le bonhomme m'a dit, moi je vous trouve hyper innovant, et grosso modo, sur la première année, je pense que je suis capable de vous dégager 480 000 € de financement. Alors Annabelle, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces témoignages? Et évidemment, quel conseil, qu'est-ce que vous avez vu de cette nature? Parce que là, on est dans la vraie vie, effectivement. Je retiens que c'est hyper compliqué, même pour le porteur de projet, de définir son besoin et qu'il faut encore plus ne pas rester seul. Nous, on a développé sur la région plusieurs plateformes numériques, encore une fois, qui permettent à tous les créateurs, à tous ceux qui ont envie d'investir, de créer de la richesse, des emplois, d'avoir toutes les infos. Il y a Je crée dans ma région, c'est 8000 clics par mois où vous avez 450 professionnels qui peuvent vous accompagner, vous aider aussi à définir vos besoins, à conforter votre stratégie. Et après, on a une deuxième plateforme, Je teste, je lance, je finance dans ma région, où là encore, vous avez, pour éviter, j'allais dire, de taper à 50 000 portes, toutes les personnes qui peuvent vous accompagner, toutes les solutions qu'on peut vous apporter de façon facile, agile, simplifiée, pour que vous ne perdiez pas de temps. En fait, on est là pour que vous ne perdiez pas de temps. Utilisez ces plateformes. Il y a un stand extraordinaire de la région ici où vous aurez tous les experts qui peuvent vous orienter, vous aider. Vous, votre job, le job des créateurs, c'est de se concentrer sur son projet, c'est de créer l'entreprise, de développer son entreprise. Utilisez-nous, pour pouvoir vous faciliter la vie. C'est le message que je voudrais passer aujourd'hui. Un mot, Annabelle, sur le maillage territorial, parce que vous représentez l'une de ces super régions là, qui sont nées de la réforme territoriale. Il y a tout de même des vraies inégalités. C'est sûrement plus facile de trouver l'accompagnement parfait lorsqu'on est sur Lyon, intramuros, que quand on est dans une région rurale enclavée ou dans certains quartiers qu'on dit sensibles. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de lisser un peu les choses? Les inégalités ne sont pas de ce stade-là, puisque sur tous les départements, on a, nous, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui a des bureaux, on a des chambres consulaires, on a des représentants aussi des entreprises qui sont là aussi pour aider en lien avec tout le monde. Donc, et puis on a vu Michelin en Auvergne qui est une entreprise citoyenne qui s'investit, mais on en a sur tous les territoires. On a la même chose en Haute-Savoie, on a la même chose dans la Drôme, on a dans les domaines d'activité et dans les filières. Le maillage a déjà été complété. Le maillage économique est fait, le maillage pour vous accompagner est fait. La difficulté, mais on l'a cité aussi, et on travaille dessus, c'est la mobilité. Effectivement, lorsqu'on est au sud de l'Ardèche, c'est un peu plus compliqué de se déplacer et d'aller à Paris si on doit aller rencontrer des clients ou des fournisseurs potentiels. Et puis, c'est le numérique. Et là, il y a une vraie question. Et là aussi, la région se positionne. Puisque si on veut pouvoir mailler le territoire, il faut qu'il y ait de la fibre numérique sur tous les territoires. Donc là, on investit aussi aux côtés des opérateurs privés, aux côtés des collectivités, puisque sans numérique, vous avez beau avoir le super projet, vous avez beau avoir tous les financements du monde, si vous n'avez pas la fibre, si vous ne pouvez pas communiquer par Internet, si vous ne pouvez pas mettre votre site en ligne, ça ne fonctionne pas. Donc c'est tout un grand nombre de paramètres sur lesquels nous, on se positionne pour pouvoir développer l'économie et les emplois sur tous les territoires de la région. Annabelle, André Laurent, peut-être une dernière question avant d'accueillir Dominique Restineau. On parle de plus en plus de travailler ensemble, d'open innovation, de collaboration, de coworking, partout. C'est the tendance of the moment. Alors, tous les gens dans la salle qui ont envie d'entreprendre, par rapport à la région, pour qu'ils sachent un petit peu vers qui ils peuvent se tourner, quels sont les business de la région qui sont justement ouverts aujourd'hui, avec lesquels les jeunes entrepreneurs peuvent envisager de commencer leurs entreprises? Quelles sont les caractéristiques finalement de ce tissu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, on est la première région industrielle de France, 500 000 emplois dans l'industrie. On a aussi 450 000 actifs dans le commerce de proximité, dans l'artisanat. Et on a des savoir-faire. Je vous disais tout à l'heure l'écosystème. On a 32 pôles et clusters qui sont là aussi pour vous accompagner. Dans quelles activités sont-ils? Alors, les activités, c'est l'industrie, c'est le sport, c'est le outdoor, c'est le tourisme, c'est les transports intelligents. N'oublions pas qu'on a aussi les véhicules autonomes sur notre territoire. On a des grandes marques, Renault Truck, entre autres, qui travaillent sur ces domaines d'activité. Je vous ai dit le tourisme. Voilà, c'est 8 domaines d'excellence, mais au-delà de ces 8 domaines d'excellence, on a plein d'activités complémentaires qui maillent notre territoire et qu'on accompagne. On n'oublie personne, à la fois sur la formation, c'est une des compétences de la région, dans la création, de l'antécréation, j'allais dire, à la transmission,
on oublie personne, on est là sur les territoires. 2 petites précisions, vous l'avez évoqué au passage, mais la région est quand même très en pointe sur la fameuse industrie 4.0, pour ceux qui sont porteurs de projets dans ce domaine-là, et également sur toute la réflexion autour des nouvelles mobilités, du Smart Cities. Là, on peut trouver des interlocuteurs, qu'ils soient institutionnels ou entrepreneuriaux, vous confirmez? Et terriblement porté, si je peux me permettre, par Michelin, justement, qui fait énormément de choses dans tous ces domaines, excusez-moi. Mais alors, pour avoir une réponse simple, on a les 2 plateformes que je vous ai citées. On a le stand de la région ici. C'est vraiment, je crée dans ma région, je teste, j'ai besoin d'un financement. Vous aurez toutes les réponses à vos questions pour pouvoir, voilà, encore une fois, vous faciliter la vie dans tous les domaines d'activité. Et on travaille beaucoup sur l'industrie 4.0. On est là aussi en subvention, en support, pour accompagner nos entreprises vers le futur. Les entreprises, on les accompagne pas pour créer la production d'hier, hein, mais pour créer la production dans 5, dans 10 ans. Donc là, on est en investissement sur l'industrie du futur. Et n'oublions pas, et d'ailleurs c'est le salon des entrepreneurs, n'oublions pas l'homme qui est au cœur de tout. Et on accompagne aussi dans les formations, dans les ressources humaines. On parle beaucoup de nouvelles technologies, mais si derrière personne ne sait l'utiliser, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment une offre globale, une vision à 360 degrés de la région pour les entrepreneurs. Pour les entreprises, venez voir nos plateformes. On a un site extrêmement simple et on répondra à toutes vos questions. Merci beaucoup, madame. Merci à vous pour votre témoignage. Merci à vos équipes aussi pour les informations qu'elles partagent avec les entrepreneurs sur votre stand. Et on invite tout de suite à nous rejoindre notre 3e grand témoin. C'est Dominique Restineau, président de l'agence France Entrepreneur. Et vous le savez, grand serviteur de la cause entrepreneuriale et fidèle de nos salons. Bienvenue, cher Dominique. Alors, on va se retourner, si vous le voulez bien, d'abord vers nos amis entrepreneurs en disant, on a parlé du démarrage, on a parlé de l'accompagnement. Qu'est-ce que, au passage, vous avez dû procéder à des pivots, à des changements d'orientation? Vous vous êtes lancé dans les aventures qui se sont avérées peut-être parfois difficiles. Vous avez commis des erreurs, comme celle qu'évoquait tout à l'heure Jonathan. Au fil de ces années, quelles leçons, ou ces quelques mois d'aventure pour certaines d'entre vous, quelles sont les principales leçons de management que vous avez apprises? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui différemment de la façon dont vous l'abordiez au départ? C'est une marotte chez Arnaud. Hein. Voilà. Il adore connaître votre plus belle erreur. Donc voilà. c'est un peu ça la question. Mais c'est une marotte qu'on a en commun, parce qu'on a posé cette question depuis de longues années. C'est aussi la mienne. Racontez-nous. Jonathan. Je pense qu'il y a quelque chose en fait qu'on ne met pas assez en exergue en fait au moment où on décide d'entreprendre, c'est l'équipe. Parce que, alors moi j'ai un principe en fait, c'est que moi j'estime que la valeur d'une idée c'est 0. C'est-à-dire qu'une idée en fait pour moi ne vaut rien et que tout est dans l'exécution. Et il y a 2 possibilités en fait. Soit on démarre une entreprise, on démarre une aventure entrepreneuriale avec des associés, et au passage en fait c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à financer, parce que moi personnellement en fait dans les investisseurs que j'avais rencontrés, je pense qu'il y a un investisseur sur 2 dès le début du dossier qui annonce la couleur et qui dit je ne finance pas de dossier dans lequel il y a un fondateur unique, trop risqué. Donc être à plusieurs, c'est effectivement très utile. Mais quand on n'est pas à plusieurs, il faut à tout prix miser en fait sur l'équipe qu'on va constituer. Et à ce moment-là, il y a une connerie à ne pas faire, c'est que les premières personnes avec lesquelles on va partir, ce sont les personnes en fin de compte qui derrière en fait, qui vont faire embrayer toute la machine. Et à ce moment-là, moi, ce que je recommande personnellement, c'est de prendre des cabinets de recrutement qui sont bien plus à même de juger de la capacité technique d'un candidat. Et après, de créer un fit avec cette personne, mais de ne jamais faire l'erreur de ne pas constituer l'équipe parfaite pour constituer un projet. On veut se battre la question, on a tous les 2 une question à vous poser. Non, une question, évidemment, il faut avoir des bons autour de soi. Le problème, on démarre sa boîte, on n'a pas d'argent, on n'a pas forcément les moyens d'attirer des gens avec des gros salaires. Qu'est-ce qu'on fait quand on crée sa boîte? Est-ce qu'on les installe dans le capital avec nous? Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, de toute façon, déjà, à la base, je ne suis pas d'accord. Parce que, encore une fois... Pas d'accord avec quoi? Pas d'accord avec quoi? Pas d'accord avec le fait qu'on démarre sans argent. Dans l'absolu, aujourd'hui... Non, mais ça arrive. Il y en a pour qui ça arrive et qui ont besoin des talents autour d'eux. Aujourd'hui, il y a des prêts d'honneur, hein, sur la base uniquement, effectivement, d'un BP. D'accord? Et un BP, effectivement, il n'y a jamais que Excel qui est d'accord avec ton BP. Toujours. Et dans l'absolu, en fait, sur la base de ce BP, on arrive à lever des endettements personnels qu'on met au capital de la boîte, et sur la base duquel, derrière, des banquiers et la BPI sont capables d'abonder en fait en non déductif. Vous dites, Jonathan, tout le monde peut, sur la base d'un BP,
Dans l'absolu. Une dette perso, on peut le faire. À partir du moment où on a envie de mettre ses doigts dans l'étau et à partir du moment où on est prêt à y aller, on trouvera. On trouvra. D'accord. Moi, c'est en tout cas mon avis. Oui. Après, sur la base de cette idée en fait de début, il faut à tout prix mettre les moyens derrière. Une fois qu'on a constitué l'équipe, on pourra trouver des investisseurs si on a besoin pour faire le relais. Mais si on n'a pas l'équipe, si on a juste une bonne idée, personne, à part le rare cas, en fin de compte, de très bonnes idées, de très bons entrepreneurs, on n'aura pas la possibilité de lever des fonds. Oui, mais vous ne m'avez pas répondu à ma question. Comment j'embauche du talent? Alors j'ai quelques milliers d'euros, ok, c'est ma grand-mère, mon love money. Comment j'embauche des talents? Est-ce que je les associe au capital? Alors c'est très drôle en fait, parce qu'on parlait de l'accompagnement, il y a le réseau Entreprendre qui notamment fait des formations dessus, il y a Santipol également qui fait des formations dessus. Il y a plein d'outils en fait pour intéresser des salariés au capital, que ce soit des distributions gratuites d'actions, que ce soit même le fait de les faire rentrer au nominal du capital d'une société qui à la base a quand même un nominal en fait qui est très très bas, donc qui permet de faire rentrer des salariés. Mais même par la suite, une fois que la société a pris de la valeur, quand on émet des BSPCE, des bons de souscription de parts créateurs d'entreprise à destination des salariés, ce sont des outils en fait qui nous permettent d'incentiver au capital les salariés et qui sont très très bien appréciés de la part des investisseurs qui se disent à partir du moment où tout le monde est incentivé en fin de compte sur la base du capital, ça m'intéresse. Grégory, je vous ai vu réagir à une ou deux reprises à ce que nous disait Jonathan. Vous ne sembliez pas tout à fait en phase quand il disait par exemple que la valeur d'une idée c'est zéro, et ensuite un petit peu plus tard sur ses considérations managériales. Non, je partage évidemment beaucoup de choses de ce que je viens d'évoquer, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs, il y a plusieurs types de projets. Je ne peux pas me retrouver dans mes débuts dans le discours. Ça dépend de son parcours, ça dépend des études, ça dépend de plein de choses. Donc on peut être à différents niveaux. C'est très compliqué d'attirer des très bons profils. Ça dépend du projet évidemment, encore une fois, et de l'ambition qui est la nôtre. Et sur une petite société avec un petit projet, ça va être très compliqué d'attirer de très très bons profils. Donc je pense qu'il va falloir aller chercher des compétences en externe, des conseils en externe, payants évidemment, au démarrage. Et puis ensuite, si l'aventure grandit, on arrivera à attirer des très bons profils. Et plus on grandit, plus on a la chance d'attirer de bons profils. Donc évidemment, c'est toute une histoire dans l'entreprise. Par contre, ce que je partage vraiment, c'est entreprendre seul, c'est très compliqué. Ça, c'est mon avis. Je pense qu'il y en a qui sont capables de faire ça, mais c'est très dur. Une entreprise, c'est pas, on sort pas du travail et c'est fini. C'est quelque chose qu'on a avec soi du matin au soir, tout le temps, même pendant les vacances, etc. Donc de pouvoir se reposer sur quelqu'un, de pouvoir faire confiance à quelqu'un, je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial. Et je partage aussi la vision de pouvoir si on n'arrive vraiment pas à attirer un profil, de donner des parts de sa société. Ça sera toujours mieux d'avoir une belle entreprise et de la partager avec quelqu'un que d'être tout seul avec quelque chose qui ne se développe pas, évidemment. Dominique Cristino, avant de faire réagir Bérangère et Clémence, votre commentaire sur certains des sujets qu'on vient d'évoquer et que vous connaissez très bien. D'abord, sur cette dimension collective. Mieux vaut ne pas se lancer dans l'aventure tout seul, et puis ensuite sur la manière dont on peut attirer les talents dans les entreprises. Vous qui accompagnez tant d'entreprises qui grandissent très très rapidement, vous avez sûrement une ou deux bonnes pratiques à partager avec nous. Et juste je complète, est-ce qu'on entreprend encore seul? Parce qu'on voit bien effectivement que tous les gens qu'on reçoit dans nos émissions, ils sont toujours en ce moment à 2 minimum, voire à 3. La tendance aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on le fait très rarement seul. C'est une vraie mutation par rapport à il y a quelques années. Merci, c'est sympa. Vous avez une question, ça fait 1 heure qu'ils parlent. Si je dois reprendre tout ce qu'ils ont dit, tu te débrouilles. Non, mais c'est pour ça qu'on focalise, mon cher Dominique. Alors, donc d'abord sur la dimension collective. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut mieux se lancer à plusieurs parce qu'il y a trop de complexité à gérer pour le faire en solo, pour faire très court? Aujourd'hui, il y a, dans mon cas, à 35 ans, j'étais pas tout seul également, puisqu'avant tout, je suis un entrepreneur. Ce qu'on voit aujourd'hui, et on le voit à travers ce plateau, c'est qu'il y a davantage de gens plus jeunes qui se lancent en sortie d'études, mais Grégory l'a fait en sortie d'études également. Donc oui, il y a une manière de travailler, une manière de vivre qui influe sur tout ça. On veut habiter là où on travaille, travailler là où on habite. Tout ça se mélange, donc il y a toujours un participatif, il y a toujours une collectivité. Quand je dis une collectivité humaine, on le voit de plus en plus, et quand on n'a pas de ressources, c'est l'association des idées. Puis tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et sur la manière d'attirer des talents,
dans une entreprise qui en est au tout début du parcours, et puis ensuite de les garder? Est-ce que ça passe par l'intéressement au capital qu'a évoqué mon compère Philippe depuis tout à l'heure? Merci à Jonathan, parce qu'effectivement, il y a des sociétés de recrutement qui savent très bien faire le travail, il y en a beaucoup. C'est un univers que vous connaissez bien, mon cher. Voilà, donc c'est un métier, un vrai métier, surtout qu'à chaque fois, j'entends toujours les problématiques de recrutement. Donc oui, il faut aussi travailler avec des gens dont c'est le métier. L'intéressement au capital, moi je suis parti, j'avais 24 ans, ma première aventure, on était 3, pareil, et je suis reparti il y a 5 ans avec, je dirais, mes anciens collaborateurs, enfin 2 de mes anciens collaborateurs, qui sont plus que totalement associés au capital, parce que avec moi, ils drivent la boîte, et je dirais qu'ils la drivent encore plus que moi. En plus, ils sont meilleurs que moi. Donc, je pense qu'intéresser des gens au capital et ses associés, enfin, les faire devenir associés, oui, évidemment. Après, il y a une notion qui est d'intéresser les collaborateurs, BSPCE, tout ça, je veux dire. C'est une mécanique qu'il faut mettre en place. J'ai envie de dire, est-ce que c'est quand je recrute la personne tout de suite? J'en sais rien, mais il y a des conditions qu'on peut mettre avec. En tout cas, ça se fait de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision qui n'est plus la même. Il y a une vision de partage, il y a une vision de collaboration, il y a une vision, et qu'on retrouve davantage sur les jeunes générations. Ils veulent compter, ils ont bien raison d'ailleurs, et ils veulent compter, ils veulent qu'on compte avec eux. Et donc, quand on compte, il y a un petit peu d'argent qui peut rentrer en ligne de compte également. Clémence Bérengère, je reviens rapidement vers vous, vers la question d'ouverture de cette séquence, sur ce qui a été le plus dur dans le développement, dans vos expériences, qui sont plus récentes, effectivement, que celles de Grégory et Jonathan. Allez-y, Bérengère, vous avez le micro. Alors, j'insiste moi aussi sur l'importance d'être 2, parce que je trouve que le plus difficile, en fait, c'est pas de faire des choix, parce qu'en fait, être entrepreneur, c'est passer son temps à faire des choix. Et le plus dur, c'est de s'y tenir, et en gardant la tête haute. Et c'est vrai que le fait d'être 2, ça permet de faire une promesse aussi à l'autre et du coup de s'y tenir vraiment. Nous, par rapport au fait d'attirer des talents, on a une vraie difficulté puisqu'on a inventé un métier et on est les seuls garants de ce savoir-faire. Donc nous, on cherche clairement des talents bruts qui sont ni formatés par la formation journalistique ou ni trop communication. Nous, les 2 employés qu'on a embauchés, il y en a un qui était plutôt en sociaux et l'autre qui était un scientifique. Et ils écrivaient vraiment dans leur coin. Ils en avaient presque honte. Donc nous, comment on fait pour attirer des talents? Eh ben, on se rend visible. On se rend visible dans la presse avec une belle communication. On se rend visible aujourd'hui en vous parlant à vous tous, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui écrit dans cette salle. Et ensuite, bien sûr, on leur donne accès à notre savoir-faire et on les fidélise avec une entrée au capital. Juste une petite précision sur ce moment de la décision. Quand on est 2, est-ce qu'on est toujours d'accord? Et quand on n'est pas d'accord, comment on s'en sort? Ah bah non, puis surtout on a un sacré caractère toutes les 2. Ça vaut bien vous croire. On s'engueule et comment ça se passe après? On s'engueule généralement dans des moments de fatigue extrême, sinon on a quand même une ligne de conduite qui fait qu'on n'est pas associé pour rien. On sait où on veut aller et on y va ensemble en bonne intelligence. Après, c'est toujours une question d'équilibre en fait. Quand une perd pied, l'autre prend la suite. Enfin, c'est une sorte de rouage qui est très difficile à expliquer, mais je vais vous donner un exemple très concret qu'on a vécu l'année dernière. On n'était encore que 2. Et là, j'ai annoncé à mon associé au bout de 9 mois d'entreprise que j'étais enceinte. Donc, panique. Panique totale, puisque du coup, elle allait devoir se retrouver seule. Et c'est à ce moment-là où ça a été très important d'être accompagnée, puisqu'on est allé dans notre incubateur auprès de monsieur Pierre Poisat. En disant voilà, c'est complètement la panique, on peut pas être amputé, on est comme une personne, on est des siamoises, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris les décisions les plus importantes de la boîte. On a embauché, on est monté en gamme, on a tout fait en même temps au moment où tout le monde nous disait qu'on était folle de prendre toutes ces décisions-là à ce moment-là. Même pas peur. Clémence, sur ces difficultés, et puis aussi sur l'art du travail en collectif. Parce que Clémence, sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas associée, vous êtes seule? Non, j'étais seule. C'est ça, oui. Donc je suis le cas, l'exception qui confirme la règle. Je suis d'accord, c'est très dur d'être tout seul.
Mais je trouve qu'il y a des jolis discours à dire faut monter une entreprise à plusieurs, mais c'est pas si simple de trouver un associé. Hein. C'est hyper compliqué. Alors on est tous d'accord sur le fait que c'est très important d'être en équipe, et moi je le regrette profondément. Mais trouver un associé, faire en sorte que ça fonctionne bien, c'est hyper compliqué. Dans les incubateurs, on nous dit toujours que c'est un vrai contrat de mariage. Donc pensez-y, imaginez-vous travailler avec cette personne et vivre avec cette personne les 5 prochaines années de votre vie. Et si vous êtes capable et prêt à faire ça, je pense qu'effectivement c'est un bon associé. Mais posez-vous ces questions-là avant. Question, Dominique, est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises façons de s'associer? Je crois que tu connais ma conviction que 50-50, c'est pas toujours le meilleur scénario. Est-ce qu'il y a des conseils à donner là-dessus ou pas? Mais comme dans votre vie d'entrepreneur, en plus, vous connaissez bien l'association, puisque vous avez une longue histoire, racontez-nous aussi. Oui, il y a tout, comme Grégory l'a dit, il y a tout type d'entrepreneurs, et l'entrepreneuriat, c'est pour tous, avec tous les profils, ceux qui se rencontrent, ceux qui ne se rencontrent pas. C'est vrai que c'est plus difficile quand on est tout seul. En même temps, comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Gagner, se planter, voilà. Il y a toujours un avantage à quelque chose. À deux, j'entends souvent, et je connais quelqu'un qui a toujours trouvé que deux, c'était compliqué, n'est-ce pas Philippe? Je dis, à trois, au moins, ça tombe toujours. Et trois, moi j'ai été associé à trois pendant plus de 20 ans. Et j'ai reconduit l'aventure avec certains, mais on est 3 à 4, donc il y a tout le temps cette manière de faire que la décision elle est travaillée parce qu'il y a une ouverture à l'autre. Enfin, tu disais vraiment, je veux dire, c'est un contrat de mariage. C'est cet équilibre qu'évoquait tout à l'heure Bérangère. En fait, ça s'équilibre mieux à 2, à 3, effectivement, parce qu'il y a toujours des gens, ça s'apaise aussi un peu parfois. Alors j'ai entendu ce que vous disiez, il y a une fusion des sorciamoises. C'est très sympa de dire ça, je peux entendre. Moi, je préfère qu'on soit 1 + 1 + 1 égale plus. C'est à travers la différence qu'on construit des choses qu'on ne peut pas imaginer parce qu'on a un champ de vision. Et moi, je trouve que c'est la différence de point de vue qui fait qu'on peut aller plus loin. Alors, ça nécessite une ouverture à l'autre, une ouverture, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de la réaction de l'autre, de son associé par exemple, parce que ce sont souvent des sujets qui sont problématiques dans le cadre de business. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est difficile de trouver des associés. Alors j'entends tout le temps, je suis en train de chercher les associés. Moi, ça m'affole toujours un peu. Et généralement, 2 amis d'enfance, 2 personnes qui se sont rencontrées dans une boîte, si elles ont passé un petit peu de temps ensemble, des gens qui vont se rencontrer. Il faut passer un petit peu de temps. C'est en travaillant ou en vivant avec les gens qu'on commence à les connaître. C'est pas sur le bon coin qu'on trouve des associés. Voilà, alors maintenant, ça peut se faire. Why not? On trouve tout sur le bon coin, mais enfin bon. Mais justement, puisque vous êtes là-dessus, une précision. Comment on fait si on n'a pas la chance d'avoir un ami d'enfance, un compagnon d'études parfait? On va les trouver où? On attend de tomber amoureux. Voilà. Il n'y a pas de mythique, à ma connaissance, pour trouver des associés? Il y a plein de tentatives de sites, de rencontres. Il y en a plusieurs, j'ai plus les noms en tête, mais il y a des tentatives, c'est toujours un peu compliqué. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est pas la technique dont on a besoin. Là, et on va pas s'associer parce que Pierre a tel savoir-faire et Paul ou Paulette a tel autre, pas que des garçons, a tel autre savoir-faire. C'est une alchimie. C'est ça qui doit construire. Alors, il y a d'autres formes d'association, c'est l'association capitalistique. Et on évoquait tout à l'heure, vous avez eu cette phrase tout à l'heure, Clémence classique, il vaut mieux avoir 1% d'une boîte qui vaut 1 milliard, etc. On connaît tout ça, le petit gâteau, le gros gâteau. Ouais. Amis dans la salle entrepreneur, quels sont vos conseils là-dessus? Est-ce que vous avez eu des doutes à un moment? Est-ce que certains, qui est associé capitalistiquement, soit avec des fonds, soit avec des associés, à quel moment peut-il se diluer? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui passe dans nos têtes? Pourquoi vous me regardez comme ça, Grégory? Ça vous est arrivé? Dites-moi, votre aventure à vous en termes de dilution capitalistique, si tant est qu'elle ait eu lieu. Non, elle a eu lieu il y a 7 ans. On a fait rentrer un fonds de private equity chez nous. On avait atteint une certaine taille. Ça, vous étiez déjà... et donc, ça faisait du sens. Donc, on avait tout notre patrimoine dans l'entreprise. On a décidé à ce moment-là de faire un peu de cash out. Vous êtes dilué jusqu'à quel stade? Parce que la question que se posent tous ceux qui en sont à ce stade du parcours, c'est jusqu'à quel stade je vais et comment est-ce que je fais en sorte quand même de garder le contrôle de ma boîte?
Après, il y a des packs d'actionnaires, il y a plein de procédés pour, même si on devient minoritaire, pour peser tout de suite sur les décisions. C'est pas notre cas. Nous, on est toujours avec entre-temps, à un moment, j'ai fait rentrer un 3e associé dans le deal. Donc, j'ai vécu avec 3 associés. Je dois avouer qu'il y a 3 associés, c'est un certain mérite. C'est que quand on est un peu en frontal tous les deux, on a un 3e qui vient équilibrer. Non, aujourd'hui, on est encore majoritaire dans notre groupe. Donc on n'a pas encore ces sujets-là. Clémentine, quand vous avez fait rentrer Clémence, pardon, quand vous avez fait rentrer des business angels, au départ, c'est dur à valoriser parce que c'est un business plan, c'est presque un Excel. Il y avait déjà un petit peu de l'activité. Mais comment on s'y prend? Comment on négocie? Jusqu'où va-t-on? Quelles questions se pose-t-on? De toute façon, le digital, c'est toujours dur à valoriser, quoi qu'il arrive. Donc, que ce soit au début, au milieu ou ensuite, surtout quand on est un peu innovant sur son marché, qu'il n'y a pas de comparatif possible, c'est très très complexe. Il y a un truc qu'il faut absolument savoir quand on lance une entreprise, et surtout au début, le capital, c'est le nerf de la guerre. Il faut tout faire pour garder un maximum de parts. Parce que plus on avance, plus on a besoin de se diluer et qu'on arrive à un moment où on n'a plus de part, on n'a plus rien à diluer et là, il ne se passe plus rien. Et c'est quand même votre boulot, les nuits que vous ne dormez pas, le stress que vous endurez. Donc c'est hyper important de défendre votre gâteau, surtout au début où effectivement on n'a pas beaucoup d'arguments en face des investisseurs. Moi, j'ai un peu fait cette bêtise-là, j'ai pas assez tapé du poing sur la table. Les business angels qui sont rentrés au début sont rentrés sur une valo qui était relativement faible. Et là, je suis en train de faire un 2e tour et je suis déjà en train de me dire j'ai lâché un peu trop de capital au début. Et il faut que je puisse en garder pour moi et pour mes futurs associés et mon entreprise. Et finalement, on se pose déjà des questions sur ces problèmes-là. Donc, ça empêche de grandir ou pas, ce genre de questions? Ça complique. Ça complique parce que aujourd'hui, moi, je me retrouve à me dire, je vais plus être majoritaire si je décide de donner des parts à mes salariés. Et donc, qu'est-ce qui me reste comme levier de contrôle? Voilà, j'ai plus grand-chose. Alors effectivement, il y a le pacte d'actionnaires parce que les actions sont pas toujours très classiques, mais en tout cas, surtout au lancement, battez-vous pour garder un maximum de capital. Après, c'est toujours une discussion entre un business angels et vous. Ils sont pas débiles, les angels. Hein. Ils savent très bien que vous devez avoir le contrôle de votre entreprise. Et celui qui vous dit « je prends 100% de votre boîte », partez en courant. C'est quelqu'un qui est pas très, très raisonnable. Vos angels, ils ont l'intention, certains d'entre eux, de sortir à l'occasion de cette levée de fonds ou ils resteront? Alors en général, les angels ne sortent pas sur un amorçage. Ils sortent ensuite. Un peu plus tard. Donc, un peu plus tard, quand la valo est plus intéressante, là, il n'y a personne qui va vouloir vraiment acheter des parts. Série B. Jonathan, là-dessus, un conseil ou pas là-dessus par rapport à votre propre expérience? Ouais, des clauses de relution. La clause de relution. Mais d'émettre des clauses de relution en fait à l'intérieur d'un BP, enfin d'un pacte d'actionnaires, pardon, ça permet de complètement retirer toute cette partie en fait négo sur la valeur de la boîte. C'est-à-dire que dans l'absolu en fait la valeur d'une boîte c'est de l'offre et de la demande effectivement, c'est le prix que tu es prêt à vendre et le prix que lui est prêt à acheter. De toute façon, un bon investisseur s'inquiétera toujours de la part qui reste au fondateur pour qu'il garde en fait suffisamment d'incentive et qu'il ne devienne pas le salarié de la boîte qui va vivre justement sur le pognon des investisseurs. Donc de toute façon, un bon investisseur essaiera toujours de garder un énorme incentive capitalistique pour l'entrepreneur et insistera même pour qu'il y ait des clauses de relution permettant sur l'atteinte du BP en fait qui est proposé par l'entrepreneur, que l'entrepreneur puisse récupérer des parts qui lui seront émises en fait à l'occasion d'une augmentation de capital qui sera faite après. Donc en fin de compte, ça permet de complètement retirer cette problématique de la valo et que tout le monde soit content à la fin. Dominique, je vous voyais approuver parce que c'est aussi ce que vous observez, que ce soit au sein de l'AFE ou aussi à travers toutes les entreprises de croissance que vous accompagnez, parfois depuis leur début jusqu'au moment où elles deviennent des ETI. Ça aide? La relution, oui. Mais je réfléchissais en écoutant Jonathan, je me disais, dans la salle, ils doivent se dire, c'est vachement compliqué tout ça, en même temps. Je voudrais rebondir à travers la question, parce que c'est un petit peu ce que disait Grégory tout à l'heure. C'est facile de trouver de l'argent. Je pense que c'est assez facile de trouver de l'argent. Je pense que créer une boîte dans notre pays, c'est pas compliqué du tout. Ce qui est plus compliqué, c'est de la pérenniser, de la développer. Alors, ça n'est pas compliqué de monter une boîte et tout ça quand on a une information, quand on a l'information. J'ai entendu sans arrêt, je le partage depuis des années, quand on est accompagné. Mais moi, ce qui m'intéresse à travers, puisque c'était
votre question, mon cher Arnaud, à travers l'agence France Entrepreneur, qui est anciennement l'agence pour la création d'entreprise. C'est en même temps, et ça fait des années que nous le faisons, c'est l'entrepreneuriat pour tous ceux qui le souhaitent. Et là, effectivement, parce que vous avez, Arnaud, tout à l'heure parlé de créer des entreprises dans les territoires fragiles, c'est un vrai sujet en ce moment dans notre pays. Et là, il n'y a pas toujours cette information, il n'y a pas toujours ce niveau de connaissance. Il n'y a pas ces réseaux, forcément, quoi qu'on a pu en dire sur le maillage territorial. On trouve peut-être moins facilement des business angels dans certains endroits. La vice-présidente de la région parlait, il y a parfois des trous dans la raquette. C'est vrai, et je ne suis pas certain que dans la salle, tout le monde ait un projet de levée de fonds. Et j'ai entendu, je crois, c'est vous qui disiez, j'ai perdu votre prénom, c'est avec nos clients qu'on a gagné de l'argent. C'est les meilleurs levées de fonds, c'est avec ses clients. La marge qu'on fait avec ses clients, il n'y a rien de mieux. Voilà. C'est ça qu'il faut penser tout le temps, faire du chiffre d'affaires avec ses clients et de la marge. Oui. Le point important, c'est que dans la salle, il y a certainement presque autant de projets que de personnes dans la salle qui veulent monter une boîte ou reprendre une entreprise. Pensez à la reprise d'entreprise également. Et c'est là où il faut effectivement faire en sorte que chacun puisse, celui qui le souhaite, sans que ça tombe du ciel tout seul, être dans cette démarche de créer une entreprise, reprendre une activité, mais créer une entreprise à sa taille, dans son projet, avec les différents acteurs qui peuvent l'accompagner. Je l'ai entendu, je suis entièrement d'accord avec ça. Et l'argent se trouve, et parfois c'est très très simple, c'est le bon sens qui guide les choses, très souvent. Il y a plein de techniques, il y a plein de... Ok, mais moi ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on affole les gens qui sont dans la salle, parce que tout le monde n'a pas l'expertise de pouvoir aller voir BPI. Et j'adore BPI, il n'y a pas de problème. Mais tout le monde n'a pas cette expertise. Alors on va taper, je veux dire, à la porte, l'argent, parce que ils sont sérieux quand même chez BPI, ils ne donnent pas non plus, c'est pas sans arrêt, j'ouvre le porte-monnaie puis je te distribue. Il y a effectivement des démarches, et moi ce qui m'intéresse, et notamment à travers l'agence France Entrepreneur, qui est en train en ce moment, puisque je ne sais pas si on en parlera, mais de faire un énorme rapprochement avec BPI, parce que je n'ai pas arrêté d'entendre parler de BPI depuis tout à l'heure, où là, il y a effectivement ce soutien financier sur lequel il y a davantage d'accompagnement, et quand l'information vient, et la meilleure information vient avec ça, on arrive à pouvoir irriguer l'ensemble du territoire. Je n'ai pas répondu à ta question, mais j'ai envie de dire ça. Non, mais moi j'ai envie de vous faire rebondir. Mon cher Dominique, vous venez d'évoquer la mutation en cours, à venir, de l'agence France Entrepreneur, puisque vous venez de l'évoquer publiquement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est le journaliste qui réagit là. Et qui est marrant parce qu'ils se connaissent depuis 20 ans, un quiz ouvre, un quiz tutoie, mais enfin on a cru que vous étiez copains de toute façon, ne vous inquiétez pas. Alors j'ai présidé l'agence pour la création d'entreprise, transformé en agence France Entrepreneur, pour accentuer notamment sur l'accompagnement dans les territoires fragiles. Parce que oui, dans certains territoires fragiles, qu'on dit fragiles, alors on dit quartier, il y a les quartiers puis il y a les territoires ruraux, et je pense qu'il y a une mine d'or dans les territoires ruraux aussi. On est bien d'accord. Voilà. Et je dis depuis 2-3 ans, l'AFE, qui est devenue l'AFE aujourd'hui avec quelques missions complémentaires, notamment en termes d'appel à projets, notamment dans les territoires fragiles, c'est une colonne vertébrale puisqu'il y a une refonte de site. Le site de l'AFE, c'est la meilleure information de France pour lesquels l'ensemble des réseaux, je signe tout à l'heure une convention avec la vice-présidente de la région, parce que nous apportons du contenu sur le site des régions, parce que c'est le meilleur site d'information pour orienter sur l'ensemble des réseaux, sur tout ce qu'on vient de dire, et décortiquer de manière la plus simple possible, à peu près commune à tout le monde. Et là, ce qui était un petit peu compliqué ces dernières années, puisque c'est l'émission qu'on m'a confiée, c'était de trouver de l'argent. Et trouver de l'argent tous les matins, c'est un peu fatigant. Aujourd'hui, il y a une organisation qui apporte beaucoup de financement, qui est BPI, et le projet là aujourd'hui est de rapprocher l'AFE à BPI. Et là on aura, à travers la colonne vertébrale qui est le site, 2 bras 2 jambes, c'est-à-dire le profilage de l'ensemble des porteurs de projets, là où ils se trouvent, sur l'ensemble des territoires, là où ils se trouvent, et de types de projets, de porteurs de projets, d'entrepreneurs à différents niveaux. Il peut y avoir des jeunes qui sortent d'HEC, très bien, je connais bien l'école. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui n'a même pas le bac, a à peine un CAP, et qui a cette niaque de vouloir y aller. La niaque, ça me rappelle quelque chose. Cette niaque de vouloir y aller. Et il y a du potentiel pour pouvoir faire en sorte
de créer de l'activité, créer ses rêves. Et c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, il faut 2 jambes, 2 bras, 2 jambes, avec cette colonne vertébrale. C'est la jambe accompagnement, processus anté-création, création, développement, parce que l'intérêt, c'est de développer ces entreprises. Et la branche financement. Quand je vous dis tout ça, vous prenez l'AFE, qui est le meilleur site d'information de France, sur lequel l'ensemble de l'écosystème va chercher de l'information. C'est 11 millions de visiteurs sur la PCE qui avait 11 millions de visiteurs. Et vous prenez BPI. Et là, on devra avoir un outil assez formidable pour tout l'écosystème français. Merci Dominique. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. J'aimerais juste terminer sur le digital, parce que en vous observant, j'observe là 2 acteurs qui ne pourraient pas développer leur business sans le digital, à l'évidence, puisque c'est par la data que vous offrez des contrôles techniques gratuits, c'est par le digital qu'on arrive avec un smartphone à avoir un vin du monde entier dans les meilleures conditions. On évoquait tout à l'heure avec Grégory que le digital, il menace aussi des business traditionnels comme les vôtres, puisque aujourd'hui, Deliveroo, il connaît vos clients, mais vous les connaissez moins. On évoquait cette discussion ensemble. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui réussir à développer des entreprises, lever des fonds, avoir des projets? Alors peut-être que vous, c'est un peu moins important sur votre exemple à vous de l'écriture. Pour autant, est-ce qu'on peut encore entreprendre aujourd'hui de manière successful, lever des fonds sans avoir quelque part de la dimension digitale? D'abord, très vite Dominique, mais 1 minute de réponse de votre part par rapport à l'observatoire qu'est l'AFE et peut-être réponse de nos acteurs en conclusion. Donc Bérangère, parce que sur le digital, je crois qu'effectivement, il y a 2 ou 3 choses qui sont en cours. Alors très vite Dominique, juste là-dessus, est-ce qu'on peut encore réussir sans ça? Tout business est digital aujourd'hui. D'accord, ok. Alors, réaction, Clémence, rapidement. Je suis assez d'accord. On a absolument besoin du digital. C'est un métier à part entière. Il faut savoir se faire accompagner sur ces sujets-là si on ne les maîtrise pas. Mais nous, on est 100% digital et c'est indispensable. Il ne faut pas oublier quand même que l'humain reste très important dans le business. Et chez nous, il est extrêmement important et je pense qu'il est dans pas mal de business qui sont digitaux. Il faut savoir mêler les deux, mais le digital est absolument indispensable. C'est quoi en la matière se faire accompagner, Clémence? C'est trouver la bonne web agency en parlant à ses alter ego jeunes entrepreneurs, ou c'est se dire le premier poste que je créerai, ce sera quelqu'un, une femme ou un homme de l'art en la matière, parce que c'est stratégique pour moi? Et ça dépend de l'entreprise. Chez moi, j'avais pas les moyens d'embaucher au départ. J'ai pas réussi à trouver un associé tech, donc effectivement, je suis passée par une agence au départ. Et puis ensuite, effectivement, pour moi, c'était indispensable de réintégrer cette techno et ce web à l'intérieur de l'entreprise. Et ça a été la première création de poste chez Le Bon Gustave. Ouais, si c'est stratégique, ça doit être internalisé. C'est un message qu'on peut passer quand même sur un certain nombre de choses. C'est ce qui valorise votre entreprise, c'est votre savoir-faire. Ça doit être en interne, vous devez être réactif là-dessus. Tout va tellement vite, si on n'est pas complètement flexible et rapide sur le digital, on est mort. Jonathan, quelle est la part digitale dans le succès de votre entreprise actuelle? 100%. Et c'est la raison en fait pour laquelle je suis pas d'accord avec vous. Moi, malheureusement, je pense qu'il y a encore une place pour le non digital. Et c'est un regret de ma part parce que c'est justement quelque chose que je n'adresse pas aujourd'hui. Savoir qu'il y a 13% en fait des Français qui ne sont pas connectés à Internet. Il y a des Français qui n'ont pas de smartphone. Moi, j'ai un problème aujourd'hui parce que j'ai des gens qui me disent, moi, j'ai envie de partager avec vous mes données, mais je veux vous les envoyer par courrier. Et ces gens-là, en fait, je peux rien en faire parce qu'après, je pourrais pas les recontacter parce que par définition, ce sont des gens qui n'ouvrent pas leurs emails. Ce sont des gens qui ne vont pas lire mes SMS. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'ai un trou dans la raquette et il y a 13% de la population que je n'adresse pas. Toutes les personnes qui sont en situation de handicap, telles que les personnes en fait, qui ont des difficultés avec la vue, je ne les adresse pas. Toutes les personnes qui ont des difficultés avec l'illettrisme, même le seul fait de ne pas se sentir à l'aise pour lire et écrire, ce sont des gens qui ont une consommation digitale atroce. C'est un calvaire pour eux. Rien n'est fait pour eux. À partir du moment où il faut lire, c'est un calvaire. Tout ce qui est service client, qui n'est pas capable de signer, exactement comme là, on a une personne qui est en train de signer de manière à ce que les personnes en fait en situation de handicap qui sont malentendantes puissent avoir accès, parce que je suis désolé, il y a une partie de réassurance qui est faite par les textes qu'on publie, mais il y a une partie de réassurance sur le contact humain avec les gens qui nous confient des données personnelles, où nous on en a besoin, les gens ont besoin de nous appeler, les gens qui sont en situation de handicap comme ça, on ne les adresse pas, et le digital n'est pas la clé de tout, c'est la raison pour laquelle moi aujourd'hui 100% de mon business est fait en digital, et c'est loin d'être la seule partie qu'on est capable de faire. J'ai pas dit que c'était la clé de tout. Hein. Bérangère, vous êtes effectivement en digital, un peu, ou pas du tout? Oui, oui, moi j'ai une formation communication, donc j'ai mangé du digital beaucoup. Quand je suis arrivée devant la structure qu'on voulait créer, nous on a eu une logique plutôt inversée. C'est-à-dire de dire logiquement, nous, on ne serait pas très digital. Tout le monde nous disait qu'on n'était pas assez tech, pas assez innovant.
Et pourtant, on est les seuls à faire ça en France. Donc on s'est servi du digital en observant un petit peu les techniques à l'ancienne, c'est-à-dire comment utiliser le digital pour améliorer le bouche à oreille. Nous, on est dans des métiers de confiance, un petit peu comme un médecin, quand on demande à un voisin ou un ami de nous conseiller un médecin. Donc nous, on s'est servi du digital pour amplifier les techniques à l'ancienne, on va dire. Et ça nous a vraiment porté. Et ça nous a donné une visibilité dont on avait vraiment besoin. Et Grégory, sur ces questions du digital, parce que vous en avez vécu plusieurs dimensions, il y a la dimension historique du rôle du digital dans Sushi Shop, à la fois pour faire connaître la marque et puis aussi pour la relation et l'expérience client. Et vous nous disiez tout à l'heure, vous en discutiez notamment avec Philippe, que vous êtes en train de découvrir une nouvelle ère avec l'irruption de nouveaux acteurs comme Deliveroo, qui changent non seulement l'expérience du client, mais qui changent la relation client, qui changent la logistique et qui changent aussi la problématique de la data. Racontez-nous un peu. Déjà, nous, on est issus d'une boîte où le digital n'existait pas. Il y a 20 ans qu'on a commencé, il n'y avait quasiment aucun outil. Mais ensuite, vous l'avez intégré. Bien sûr, on l'a intégré. Aujourd'hui, c'est 50% de notre chiffre d'affaires. On fait plus de 100 millions d'euros à travers le digital chez Sushi Shop. Donc aujourd'hui, le digital, ce n'est pas uniquement une app et des ventes à travers ça. C'est une digitalisation des process, une optimisation de prévision des ventes, de data. Enfin, c'est-à-dire que ça touche tous les pans. Bah, évidemment, la communication n'est quasiment que digitale. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, etc., ont remplacé de loin tout ce qu'on pouvait, les médias traditionnels d'avant. Donc tout ça, c'est vraiment des outils d'optimisation, de croissance fantastiques. Et dans l'autre, ben, ça peut être des dangers. On est en train de vivre, nous, on a un métier traditionnel de livraison à domicile. Avant, on avait un quasi-monopole entre le sushi et la pizza. Il n'y avait pas énormément de choix. Aujourd'hui, avec l'arrivée de toutes les plateformes que sont Deliveroo, Uber Eats, Foodora, etc., on se retrouve avec une concurrence énorme, où des milliers, tous les petits indépendants ont accès à la livraison à domicile, chose qui n'était pas possible avant. Mais on voit ça plutôt comme alors évidemment avec des potentiels, des dangers à long terme avec la data, mais finalement on se rend compte que c'est un potentiel énorme de croissance. Aujourd'hui, on avait une grosse part dans un petit gâteau. Aujourd'hui, on a une plus petite part, mais dans un gâteau qui n'arrête pas de grandir. Et les gens se font livrer de plus en plus souvent et de plus en plus fréquemment, et on touche beaucoup plus grande partie de la population. Donc voilà. Je pense qu'il y a des opportunités, des dangers, et on est beaucoup plus réactif qu'avant. Il faut s'adapter, une capacité d'adaptation avec le digital, ça challenge beaucoup plus les entrepreneurs qu'avant. Voilà, c'est le dernier message de cette matinée. Ça bouge, c'est de plus en plus complexe, mais c'est pas grave, ça peut générer de nouvelles opportunités, et on va faire en sorte de savoir les saisir. Merci infiniment à toutes et tous de votre témoignage. Merci, cher Dominique, de votre témoignage et de votre expertise. Merci mon cher Philippe. Très bon salon à tous. Voilà, merci de votre attention et bon vent dans toutes vos entreprises. À bientôt. Merci.